quand je suis très critique de l'Union européenne, mais je le suis à un degré infiniment supérieur avec les élites françaises. Bien sûr. Parce que c'est eux qui nous ont trahis. Notamment Nicolas Sarkozy. On va pas analyser Louis Sarkozy, qui est quand même la chaîne vaut mieux que ça. Mélenchon est aussi une des meilleures garanties du système. Le discours de Mélenchon, c'est le discours de Georges Soros en fait. C'est Jean-Luc Mélenchon qui va empêcher la convergence anti-système entre les souverainistes de gauche et les souverainistes de droite. Je pense pas que ce soit tant un racisme anti-blanc qu'un racisme anti-français. On est français, on est sur notre territoire historique, mais on n'a pas à s'excuser d'être ce qu'on est. Il faut aussi créer un environnement positif pour que les gens se révèlent de plus en plus. Benoît Saint-Denis, tu sens qu'il est quand même terrifié sur certains plateaux TV où il dit « Ah non, moi je suis surtout pas nationaliste, je préfère patriote. » Et moi aussi, je ronge mon frein quand je vois BSD qui sort cette phrase un peu minable. Que déjà, il dit au moins qu'il est patriote. J'accepte pas de voir mon pays changer, j'accepte pas demain de faire vivre mes gosses dans un environnement qui est celui-là, et j'accepte pas que la terre que mes ancêtres m'ont léguée devienne ça. Un meilleur pote, il dit là tu te reprends, là tu te remets dans le droit chemin et t'arrêtes d'être une merde. Moi j'aime bien l'idée que dans notre génération, on est un peu les bâtisseurs de cathédrales qui verront pas la cathédrale finie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien. Entretien que j'ai le plaisir et l'honneur de réaliser avec un ami, camarade, Rodolphe Carte. Salut Rodolphe. Salut Georges. Petite présentation, tu es un écrivain, essayiste, ancien menuisier charpentier. Tu écris pour la revue Éléments, très bonne revue, j'invite à vous abonner, très bon article. Il y avait un super article sur les druides récemment, voilà, petite parenthèse. Tu écris aussi pour Front Populaire et pour Omerta, entre autres choses. Tu as écrit un bouquin, tu as posé ton classique sur Louis Sarkozy et tu reviens sur le devant de la scène avec un bouquin sur Jean-Luc Mélenchon. Première question, j'ai évidemment plein de questions, on va pas toutes les faire, c'est le classique dans ces émissions, on fait en général une question et puis on n'a pas le temps de faire le reste, mais première question, pourquoi s'attaquer à Mélenchon ? Parce que, petit propos liminaire, en introduction de ton livre, tu dis « Jean-Luc Mélenchon sera au second tour ». Ce qui est quand même, quand on voit les sondages aujourd'hui où il se fait éteindre à 75, je crois, contre 25 par Jordan. Au second tour, oui. Au second tour. Mais comment tu peux... Enfin, est-ce que c'est le fait qu'il soit potentiellement au second tour qui t'a amené à te pencher sur le bonhomme ? Alors oui, je le crois qu'il sera au second tour pour plusieurs choses. D'ailleurs, tu as raison de dire qu'il commence relativement bas. Oui. Mais déjà, dans les autres présidentielles, Mélenchon commençait toujours bas. Et on sait qu'à chaque fois, il va monter en puissance petit à petit. C'est vrai. Et si on prend les dernières élections européennes, avec pourtant Manon Aubry en tête de liste, qui n'est pas une candidate très sexy, sans faire de sexisme du tout, eh ben, il a quand même réussi à faire un meilleur score qu'aux autres européennes. D'accord. Donc c'est une petite indication. Alors, il y a une progression. Tu me diras, il y a une progression. Tu me diras qu'il y a aussi le personnage Rima Hassan qui est apparu, qui est intéressant aussi, parce que j'avais commis un livre sur Georges Sorel, et Georges Sorel, c'était un des théorisateurs de la notion de mythe mobilisateur. Okay. Et Rima Hassan, je la trouvais assez intéressante parce que c'est un vrai mythe mobilisateur. Quand elle essayait d'aller débloquer, le blocus israélien avec les flottilles, direct quand elle rentre, elle va à Place de la République, ça attire du monde, donc on voit qu'il y a vraiment, un récit qui se construit autour de Rima Hassan, et c'est intéressant d'avoir des mythes mobilisateurs dans la politique, même si c'est des mythes mobilisateurs, on va dire, à gauche. Et disons que les raisons principales qui m'ont poussé à écrire ce livre sur Mélenchon, c'est que déjà je me suis dit, les historiens futurs, quand ils reviendront sur nos décennies politiques, c'est un personnage incontournable. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Mélenchon, c'est vraiment un acteur des changements aussi qu'a connu la société française, nationaux et même internationaux. C'est quelqu'un qui a connu des bouleversements, qui a connu une France des années 60, 70, 80, et la France d'aujourd'hui, de 2020 et de 2030 et de 2040, pourquoi pas, même si il sera peut-être plus de ce monde. Deuxième aussi motivation qui m'a poussé, c'est que tu connais Geoffroy de la Gannerie, le superbe Geoffroy de la Gannerie. On comprend pas toujours ce qu'il dit malheureusement, mais non, peut-être lui non plus, mais, mais il avait dit à droite, il n'y a pas de pensée. Ouais. Alors moi, un peu comme un défi, je me suis dit d'accord, moi je vais aller voir. Ce qui est par ailleurs lunaire de dire ça. Oui, mais quand on connaît Charles Maurras, quand on connaît Bainville, toute la tradition des auteurs nationalistes et même européens, pas que français, du monde occidental. Et donc je me suis dit d'accord, moi je vais prendre votre candidat favori de la gauche, puis je vais aller voir ce qu'il dit. Et ce qui est bien, c'est que c'est un candidat qui a beaucoup produit. C'est vrai que pour le coup, Mélenchon, il a vraiment une grande œuvre littéraire. Il a plus d'une vingtaine de livres. J'ai quasiment tout lu. Il y en a peut-être juste un ou deux que j'ai pas lu, mais j'ai tout lu. C'est quelqu'un qui a tenu un blog aussi.
D'ailleurs, des fois, il se lâchait un petit peu dans son blog, c'est intéressant. Oui, on voit que tu le cites de temps en temps. Et puis il a fait beaucoup d'entretiens, beaucoup d'articles, etc., etc. Donc il y avait de la matière. C'est vraiment un sujet où il y avait un filon à creuser. Et le troisième point, c'est donc cette possible accession au second tour. Et là, je reprends même l'analyse de Frédéric Lordon. Frédéric Lordon, c'est quelqu'un qui est plutôt pas mal connu à l'extrême gauche. C'était avant un économiste qui a plutôt basculé vers le philosophe. Et lui, il disait qu'avec la normalisation du RN, je le cite, avec sa normalisation, le fait que le RN devienne un parti quasiment pro-européen, mais en tout cas euro-libéral comme les autres, et aujourd'hui, le candidat anti-système, ça devient de facto Mélenchon. En plus, on le sait avec sa prise de position sur le conflit israélo-palestinien, qu'il est vraiment... en tout cas, qu'il a sorti comme ça de l'arc républicain, comme on dit dans le système médiatique. Et donc, c'est lui qui allait devenir la figure anti-système. Et justement, Frédéric Lordon disait qu'avec son inertie qu'il a avec le vote des quartiers, le vote des centres urbains, et ce vote anti-système, parce qu'il y a un grand parti en France aussi, c'est le parti des abstentionnistes, et peut-être que ça permettrait à Jean-Luc Mélenchon d'enfin accéder au second tour. Et d'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, le seuil de qualification sera relativement bas. Ouais, c'est autour de 20%. Ouais, alors, sans véritable surprise, on sait que ça sera un candidat RN en tête. Ouais. Sauf que le seuil de qualification pour le second tour, c'est qu'il est très bas. Et on sait qu'aujourd'hui, à gauche, on a Jean-Luc Mélenchon, gauche de rupture, gauche réformiste social-démocrate, Raphaël Glucksmann. Les deux ont dit qu'ils ne s'entendraient pas. Et au milieu, on a plein de petits candidats, Olivier Faure, Marine Tondelier, même Dominique de Villepin, François Ruffin, qui eux sont on veut l'union des gauches. Sauf que les deux autres en veulent pas du tout. Ouais. Donc je pense que dans un trou de souris, Jean-Luc Mélenchon, avec une très bonne campagne, parce qu'on sait que c'est une vraie bête de campagne, va réussir à se qualifier in extremis, mais je pense qu'il va réussir à se qualifier. Ouais. Et alors, là j'y pense, c'est pas une question que j'avais notée, mais comment tu analyses cette... j'allais employer un terme affreux, mais cette diabolisation de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je m'explique, parce que moi, de par les études que j'ai faites et même l'activité que j'ai eue depuis 5 ans sur les réseaux, j'ai vu comment tu diabolisais un candidat, en l'occurrence Éric Zemmour ou Jordan Bardella ou même Marine Le Pen. J'ai vu comment tu le diabolisais et j'ai vu comment cette diabolisation pouvait paradoxalement jouer pour ce candidat parce qu'il devenait un espèce d'agrégateur de l'antisystème. Parce que si le système te condamne, ça veut peut-être dire que tu es véritablement anti-système. Tu vois un peu ce que je veux dire. Est-ce que tu ne penses pas que c'est entre guillemets, il n'y a pas de jugement de valeur derrière, mais c'est entre guillemets contre-productif de diaboliser Jean-Luc Mélenchon à ce point-là? Je pense. En tout cas, sur le dossier israélo-palestinien, disons que là, l'ostracisation, la diabolisation, comme tu le dis, elle s'est vraiment accentuée. Jean-Luc Mélenchon, si on lisait son blog, ce que j'ai fait, dès 2019, par exemple, il prenait exemple sur Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, c'est une figure outre-Atlantique du Parti travailliste anglais. Et Jeremy Corbyn avait fait une très mauvaise élection en 2019. Et Jean-Luc Mélenchon disait déjà... Jeremy Corbyn s'est couché devant le lobby pro-israélien britannique. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas aligné sa ligne anti-impérialiste, décoloniale, pas antisémite du tout, mais en tout cas critique de l'État d'Israël. Et Mélenchon, en 2019, donc bien avant les attaques du 7 octobre, disait nous, quand on sera confronté à ce mur, nous, on va l'affronter, ce mur, et on va foncer dedans à toute berzingue. Donc, il prévoyait déjà ça. Et il disait, je me souviens, en substance, il disait, nous ne nous soumettrons pas aux oukases du CRIF. Tu vois, c'est des paroles fortes quand même. Et d'ailleurs, à l'époque, il s'était déjà fait un peu attaquer. Et cette stratégie de rupture, de la violence, de la diabolisation, Mélenchon, je pense qu'il la cherche. Être un candidat anti-système, c'est bien quand on a un peuple qui est anti-système aussi. Tu vois, sinon, si tu es anti-système quand le peuple est rangé derrière le pouvoir en place, c'est pas très payant. Ouais. Mais par contre, on le voit aujourd'hui dans moult études que le rejet de la classe politique, de la classe médiatique, il est vraiment très majoritaire dans le pays. Et on sait notamment dans les études d'opinion que l'électorat abstentionniste, tu sais, c'est un électorat qui prend un petit peu le vote RN et le vote France Insoumise, qui est vraiment un peu... Alors, d'aucuns diraient que c'est un électorat confus, qui peut basculer d'un côté et d'un l'autre. Et Jean-Luc Mélenchon, quand il voit qu'il y a une normalisation du Rassemblement national, lui, il est tout à fait content de dire c'est un parti qui va continuer dans la lignée des autres, le fameux système UMPS, et moi, je suis le vrai programme de rupture pour qu'on essaye quelque chose d'autre. Lui, il joue à fond là-dessus. Ouais. Et sa logique de la rupture, de la violence, de la conflictualité, parce que le titre de mon livre, c'est Mélenchon, le bruit et la fureur. Ouais. C'est quelque chose qu'il avait repris, mais dès le front de gauche...
en fait, pour nos auditeurs, Mélenchon quitte le Parti socialiste en 2008 pour fonder le Parti de gauche. Excuse-moi. Et après, en 2012, il est candidat sous l'appellation Front de gauche parce qu'il y a des écolos et des communistes avec lui. Mais dès l'époque, il comprend qu'il faut entrer dans une logique de rupture justement pour séduire à l'époque justement ceux qui vont être déçus du hollandisme, qui vont être déçus justement de tout ce parti socialiste qui va en fait se coucher et continuer la politique de Sarkozy. Ouais. Donc lui, c'est sa logique en fait dès le départ. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt payant parce que quand on revient sur les dernières décennies politiques, on dit toujours que c'est l'irrésistible montée en puissance Ouais, du l'ascension, Rassemblement bien national. sûr. Sauf que l'autre figure qui monte en puissance pendant toutes ces années, c'est la France insoumise et c'est Mélenchon. Mélenchon, première présidentielle, 11% en 2012. C'est-à-dire qu'il fait déjà plus que Éric Zemmour. C'est quand même quelque chose aussi qu'il faut comprendre. 2017, deuxième présidentielle, il échoue à l'accession au second tour à 600 000 voix près. Ouais. Et en 2022, à 400 000 voix près. 400 000, c'est à la fois beaucoup, mais c'est à la fois très peu. Donc lui, logiquement, en tout cas sa stratégie, c'est d'accéder au second tour en 2027. Et je pense que cette stratégie peut être payante. Et d'ailleurs, on verra, parce qu'il est très habile tacticien, qui saura jouer comme ça sur certains sujets à un moment et sur d'autres à d'autres moments. Qu'est-ce qu'a pu faire ou qu'est-ce que peut incarner Mélenchon qui explique qu'il soit tellement diabolisé aujourd'hui dans la classe médiatique ? Sa position sur le conflit israélo-palestinien, ça a été vraiment quelque chose qu'il a... Le palestinisme, pour prendre un mot, c'est vraiment quelque chose qu'il a pris dans son combat politique. Et d'ailleurs, je dirais même plus que ça a été aussi habile d'un point de vue de politique intérieure au sein de son parti. À gauche, on parle souvent des promotions Lénine. Les promotions Lénine, à la mort de Lénine en 1924, quand Staline veut asseoir sa position dans le parti communiste, va faire monter une grande masse de jeunes, 200 000 à peu près. Et justement, lui va jouer sur la radicalité de la jeunesse contre les autres lignes divergentes pour faire appuyer sa ligne. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu la carrière de Mélenchon, que Mélenchon, il a vraiment eu toujours une oreille intéressée pour la jeunesse. Et à mon avis, c'est ce qui lui a donné une supériorité. On pense à Louis Boyard. À Louis Boyard, exactement, mais même en amont. On pense aussi à Guillaume Trantan, mais c'est une autre raison. Mais même en amont, Mélenchon, quand il est au Parti Socialiste, et que SOS Racisme se lance, alors SOS Racisme... Frankenstein complètement piloté depuis l'Élysée avec Mitterrand, Jean-Louis Bianco. Arlène Désir. Exactement. À l'époque, il y a le tournant de la rigueur de 83. Il faut faire passer la pilule en disant que le grand soir ne va pas arriver, qu'on ne va pas faire la révolution sociale. Et en fait, on va passer quelque part du combat social au combat sociétal, ou en tout cas au combat antiraciste. Et à cette époque, on se dit, le petit peuple français, on va le culpabiliser en lui disant que son histoire, elle est constituée de deux choses, de la collaboration et de la colonisation. En fait, toi, petit français, tu es un fils de collaborateur et de colonisateur. Ça aussi, jamais le garder. C'est crapule à l'époque, ce qu'ils ont fait. Et à l'époque, Jean-Luc Mélenchon, il prend langue avec Julien Drey. Il prend langue avec vraiment ce petit milieu et il se rend compte que... Julien Drey qui était dans la même école trotskiste, non ? Ou c'est pas, ils n'ont pas un parti... Tous les deux étaient trotskistes. C'est ça, ouais. Et Jean-Luc Mélenchon, il était lui plutôt à l'Organisation communiste internationaliste, l'OCI. Et ce qu'il faut comprendre dans les différents mouvements trotskistes, c'est que l'OCI, c'est vraiment... les trotskistes pas drôles, c'est les militaires en fait. Il y a d'autres organes qui sont un peu plus cool et vraiment les membres de l'OCI, c'est vraiment les durs de chez durs en fait. C'est vraiment quasi des organisations militaires très hiérarchiques, pyramidales, qu'on retrouve d'ailleurs dans la France insoumise. Ils ont beau dire on est un mouvement gazeux, mais en fait on est vraiment dans une logique autoritaire qui marche par cercles concentriques. Et en fait, plus on arrive au centre, donc à la personne de Jean-Luc Mélenchon, plus les cercles sont restreints, mais aussi impénétrables. Et donc, justement, la promotion Lénine, lui, il le fait. En 2017-2018, disons qu'il y a deux lignes à la France insoumise. Il y a les anciens du parti de gauche, qui sont plutôt souverainistes, portés sur les questions sociales, les questions de laïcité. Et on a les petits jeunes qui commencent à pousser, qui sont les indigénistes, les décoloniaux, qui sont plus sur des logiques, on va dire... de lutte sociétale, antiraciste, antisexiste. Obono, par exemple. Voilà, exactement, contre l'islamophobie. Et à l'époque, justement, Mélenchon, alors que les anciens du parti de gauche, les laïcs et les souverainistes, c'est vraiment ses anciens camarades, il va jouer sur les jeunes générations. Alors, on a des noms qu'on a un peu oubliés. Tu as mentionné Obono, c'est tout à fait vrai, mais on a par exemple Taha Bouaf aussi. Ah oui. Ouais, qui fait partie de cette première cohorte d'indigénistes qui vont monter dans le parti, ou en tout cas qui vont graviter autour. Et Jean-Luc Mélenchon va s'appuyer sur eux
pour faire sortir justement toute l'ancienne ligne souverainiste. Et on va avoir des purges. Kuzmanovic, Kotarak. François Koch, Ouais. Kotarak. Alors Kotarak est aussi parti de lui-même parce Oui, qu'il oui. s'est rendu compte justement de ce passage. Mais même une personnalité comme Charlotte Girard. Charlotte Girard, pour nos auditeurs, c'était la compagne de celui qui devait remplacer Mélenchon. Souvent, dans les entretiens, on me dit, mais qui pour remplacer Mélenchon? Quatennens, non? Ça Ouais. devait être Quintennas, mais même avant lui, il y a eu quelqu'un d'autre, il s'appelait François Delapierre. Ok. C'est quelqu'un qui est mort prématurément d'une maladie. Et il y a même vraiment quelque chose qui est intéressant à écouter, c'est l'oraison funèbre de Jean-Luc Mélenchon à ce François Delapierre. On le retrouve sur YouTube, vous tapez oraison funèbre François Delapierre, Jean-Luc Mélenchon, et vous pouvez l'écouter. Et là, Jean-Luc Mélenchon, j'ai envie de dire qu'il parle aussi avec le fond de sa pensée. Il le dit clairement, le seul drapeau pour lequel il n'a jamais combattu, c'est le drapeau rouge. C'est le drapeau de la Révolution, c'est le drapeau de la sociale, etc. Et c'est un discours vraiment touchant. Alors, empris d'une spiritualité, j'ai envie de dire, mais pas d'une spiritualité sur le modèle de religion qu'on peut connaître, par exemple, mais vraiment avec le côté, lui, justement, ancien franc-maçon, etc. Mais c'est un discours assez touchant et qui arrive un peu à dévoiler le fond de sa pensée. Donc voilà, c'est un peu sur ce logiciel que marche son parti. Et c'est aussi intéressant d'analyser notamment la France insoumise, parce que s'il y a cette structure très hiérarchique, disons que son objectif à Mélenchon, c'est d'avoir un parti de masse. Aujourd'hui, le seul parti de masse, c'est le Rassemblement national. Ouais. C'est un parti de masse qui progresse en plus dans toutes les catégories sociologiques, mais c'est le seul parti de masse aujourd'hui en France. L'objectif de Mélenchon, c'est d'être l'autre parti de masse pour faire cette confrontation. Et arriver potentiellement à un second tour. Exactement, et ce qu'il souhaite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je finis juste là-dessus, il est un peu dans un état embryonnaire juste avant, mais peut-être qu'il lui donne encore plus de perspectives qu'après par rapport au Rassemblement national. C'est que c'est un parti-mouvement, comme je te l'ai dit, structure très hiérarchique et autoritaire. Et de l'autre côté, je dis que c'est un parti-mouvement, parce que tu as, toute une galaxie de satellites qui tournent autour de la France insoumise. Déjà, tu as d'autres partis politiques. Alors, tu me diras, pour le RN, aujourd'hui, il y a l'UDR. Mais tu as d'autres partis comme ça qui gravitent autour de la France insoumise. Et tu as aussi, dans le champ de la société civile, par exemple, l'Institut de la Boétie, qui est un centre de formation d'intellectuels pour la France insoumise. Et on a des universitaires qui s'engagent. Tu vois, et ça, par exemple, le RN ne l'a pas encore. Ouais. On sent qu'il y a un climat qui est quand même plus positif à l'un et moins à l'autre. Bien sûr. Et on a aussi tous les groupuscules violents, Antifa, etc. Où là, on a des associations, j'ai envie de dire, Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, excuse-moi. Ouais. Tu vois, de l'autre côté, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Tu vois, là aussi, il y a des liens directs. Et il y a des liens directs comme ça dans les médias, dans la culture, dans la culture numérique. Moi, j'ai beaucoup étudié Dany et Raz. Alors maintenant, il n'y a plus que Raz dans la structure. Dany est parti se coucher. Dany est mis hors jeu pendant un petit moment. Ouais. Mais tu vois, même la structure Pas du Ring. Ouais. Et même tout un lot de cyber-militants comme ça, de streamers qui gravitent autour de la France Comment insoumise. tu analyses cette présence? Alors, c'est ma deuxième partie d'entretien, mais là, assez rapidement, comment tu analyses cette présence de la gauche et de la droite sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses qu'il y a alors évidemment, il y a une bataille en cours, mais qui la gagne et pour quelles raisons? Oui, alors, moi, je pense que vraiment, la gauche a pris une très, 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 très grande avance là-dessus. Là, j'ai mentionné un peu tous les satellites de la France insoumise, mais on voit qu'il y a une vraie culture, d'inscription dans la société civile. Ouais. Si tu prends un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, on sort du domaine Internet et je vais revenir juste après. Bien sûr, ouais. Cette logique de conquête du pouvoir par d'autres voies que la seule voie des élections, la gauche l'a pensé et je pense qu'ils ont pris énormément d'avance sur la droite. À l'époque, quand Mélenchon est trotskiste, tu sais, c'est une notion qu'on emploie souvent, c'est la notion d'entrisme. La notion d'entrisme, elle se fait de deux manières. Soit à drapeau déployé, c'est-à-dire de manière revendiquée, soit en sous-marin. Et à l'époque, Mélenchon, qui est trotskiste à l'OCI le fait de deux manières, les sous-marins infiltrés. Ils le font dans les autres partis, c'est-à-dire ils envoient des agents dans les autres partis, enfin des membres de l'organisation, pour faire plusieurs choses. De la culture de renseignement. Donc, ils vont prendre des renseignements sur le parti. Et même au sein du parti, ils peuvent faire naître une ligne un peu plus radicale, pour essayer de faire naître des scissions. Et puis que cette scission, elle parte, elle crée une organisation qui soit plus perméable à l'autre organisation de laquelle ils sont partis. Mais tu as aussi, par exemple, eu quelque chose qui s'est beaucoup fait au sein du Parti socialiste, qui est l'entrisme aussi dans la franc-maçonnerie. On a des figures comme Cambadélis ou même Jean-Luc Mélenchon. Alors, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'il l'a fait intentionnellement pour ça ?
on peut pas dire oui ou non. Mais par contre, c'est quand même intéressant de voir que Il est même... encore franc-maçon ou pas? ça, je sais pas par Ouais. contre. Alors, je crois qu'à un moment, il y avait eu un motif de rupture, mais là-dessus, Mais il en c'est marrant parle. quand même Ouais. de se présenter aux yeux des Français comme un anti-système chevronné, alors qu'il est déjà produit de la classe politique depuis 40 ans, et puis surtout issu de la Grande Loge. Oui, il fait Ouais. partie de ce réseau de pouvoir. Alors Oui. là, sans mettre Non, en non, bien plus sûr, non, évidemment, bien de sûr. termes derrière, mais oui, il fait partie des grands cercles, comme il y a des grands cercles de patrons Ouais, ou bien ce sûr, genre de bien choses. sûr, Mais oui, bien c'est sûr. des choses plutôt influentes. Ouais, Et ouais. tu me diras, si tu prends une position influente dans l'épiscopat ou dans l'église, quelque Oui, part, tu as aussi une position influence oui, oui. sur la société. Mais oui, il a fait partie de ces réseaux. Très vite, là aussi, je reviens rapidement sur ce parcours. En 77, il va devenir le bras droit d'un baron PS en Essonne, et donc il va être à bonne école. Hmm. Et vraiment, c'est la politique à l'ancienne, où on avait Ouais, vraiment des barons. Alors à droite, avait exactement la même chose, hein. ouais, C'est vraiment des personnalités et qui derrière donnent des places pour leurs protégés, ouais. etc., etc. Et on voit qu'il y a vraiment quasiment des petits royaumes féodaux Hmm. qui se créent comme ça. Et lui, il en a fait partie. Donc tu as tout à fait raison. Ouais, Mais par contre, euh, le sous-titre de mon livre, c'est Portrait d'un révolutionnaire. Et certains m'ont fait la remarque, mais dit attends, mais c'est absolument pas un révolutionnaire, Mélenchon, hmm. c'est pas un Patrick Pierce, c'est pas un Che Guevara. Je dis oui, vous avez une vision révolutionnaire de l'arme à la main, un peu romantique, on va se cacher dans le maquis, on fait des coups d'État, etc. Mais par contre, Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est dit que s'il avait une influence directement sur les institutions, sur la création des lois, pour lui, c'est aussi une méthode révolutionnaire de faire accoucher certaines choses. Donc là-dessus, il n'y a pas à dire un révolutionnaire, il est forcément en armes ou un révolutionnaire, il est forcément en costume. Hmm. En fait, ça dépend des deux, tu vois. Et Jean-Luc Mélenchon, là aussi, à mon avis, où il a toujours gardé une longueur d'avance sur les autres membres de la politique, c'est que c'est un stratège. Il a toujours eu qu'une seule envie, c'est la conquête du pouvoir pour transformer la société, comme le dit si bien Ouais. Marx dans une de ses lettres. Donc vraiment, et il s'est dit, la manière de conquérir le pouvoir, c'est de passer par les grands partis, le Parti socialiste, et puis au bout d'un moment, quand on voit que le Parti socialiste est imprenable de l'intérieur, il crée sa structure. Et ensuite, il va créer sa structure sur le modèle autoritaire, et il arrive aujourd'hui à être cette puissance de gauche qui n'est pas encore un parti de masse, mais qui est la grande puissance de gauche en France. Alors, on apprend dans le bouquin que Mélenchon, ça vraiment pour le coup je l'ai appris, je savais qu'il avait un peu des origines pieds noirs mais du Maroc je crois lui, Ouais, pas exactement. d'Algérie. Je crois d'ailleurs le terme est impropre pour les Marocains, mais tu vois-t-il que on se rend compte que cette conscience-là le fait quasiment se considérer, enfin Mélenchon se considère quasiment comme un arabe. C'est un peu, il a une espèce de sensibilité auprès des Arabes, comme s'il lui-même en était un, alors qu'en fait, c'est un Français. C'est comme on était pieds noirs en Algérie, c'est un Français d'Algérie ou un Français du Maroc, c'est pas du tout un Arabe. Est-ce que tu penses qu'il surjoue ce truc-là, ce truc de Arabe en France, ou est-ce que il est sincèrement convaincu d'être effectivement un immigré en France? Oui, alors quelques repères biographiques. Mélenchon naît en 1951 à Tanger au Maroc. Ses parents divorcent très vite et sa mère, à ses 11 ans, donc en 62, retourne en France, enfin en tout cas part en France. Donc Mélenchon, comme tu l'as très bien dit, il n'a ni de goutte de sang français. Ses parents sont d'origine espagnole majoritairement Mm. et aussi un peu italien. Et il n'est pas né sur le territoire historique français, en Hexagone. C'est quand même deux indications qu'il faut Ouais. garder en tête. Et ensuite, il arrive donc en Normandie, à Yvetot. Et là, si tu veux, c'est pas moi qui fais une analyse psychologique de bazar en Mm. disant ah bah tiens, c'est un ancien mec du Maghreb qui arrive en Ouais. France. C'est vraiment, tu l'as vu dans le livre, des Bien sûr. témoignages Ouais, de c'est- gens qui l'ont connu dans le mouvement trotskiste ou des gens qui l'ont connu au lycée. Et il le dit, Jean-Luc Mélenchon, quand il arrive en Normandie, c'est un traumatisme. D'ailleurs, je pense que tu as vu les différences de température entre Ouais. la Normandie et le Maroc déjà, Ouais. mais au-delà de la blague, vraiment, les Normands, ils les considèrent comme des cutéreux. Ouais, des rustres. Ouais, Ouais. des rustres, ils sont très durs. Et je le cite là aussi en substance, il avait dit ça dans une émission de Ruquier. Il a même subi, en tout cas lui il le dit, du racisme de la part des Normands qui le traitaient, Mm. je cite encore, de bougnoul ou de bico. C'est Mm. lui qui le dit, hein. Ouais. C'est trouvable dans l'émission d'ailleurs, le livre, j'ai essayé de le Ouais, sourcer bien au sûr. maximum Ouais, pour ouais. être inattaquable là-dessus. Donc lui en parle comme d'un traumatisme. Euh,
je sonde ni le cœur ni les reins. Est-ce que c'est un vrai traumatisme? Est-ce qu'il joue un peu dessus? Ça se peut, c'est peut-être un mélange des deux. Mais par contre, c'est aussi intéressant parce que, comme je te l'ai dit, ensuite, il va débarquer en Île-de-France, en Essonne. Et là, quand il parle de la ville de Paris, par exemple, il va dire, moi, quand j'ai débarqué à Paris, j'étais un immigré de Franche-Comté. Parce qu'ensuite, il a fait ses études à Lons-le-Saunier. Mais il dit, moi, j'étais un immigré de Franche-Comté. Et en fait, je me suis retrouvé dans une ville où il y avait des immigrés corses, des immigrés provençaux, des immigrés savoyards, mais aussi des immigrés marocains, algériens, maliens, etc., etc. Et lui, son logiciel républicain fait qu'il met tout le monde sur le même pied d'égalité. Bien sûr. Et pour lui, quelque part, on est tous égaux en droit, et c'est ce qui fait notre solidarité nationale. Oui. Mais l'immigré d'origine corse ou l'immigré d'origine malienne, ils sont égaux devant la République. Tu vois, là aussi, ça a structuré, il n'empêche, son logiciel. Et je reviens aussi sur une histoire corse qui est assez drôle. C'était un mec qui s'appelait Ahmed, qui avait eu maille à partir avec les Corses, je sais plus pour quel problème. Et Jean-Luc Mélenchon avait pris sa défense en disant « Mais tu sais, Ahmed, les gens comme toi et moi, donc les Maghrébins, les Corses, ne nous accepteront jamais. » Donc là, tu vois, pareil, est-ce que lui s'identifie véritablement comme un Maghrébin? Mais par contre, quand il fait, par exemple, des meetings qu'il va voir de la population en banlieue, il n'hésite pas à dire, par exemple, qu'il est aussi un Maghrébin. Et le fait, ensuite, qui me fait me dire qu'il s'identifie vraiment à ça, c'est la première élection de 2012 auquel il participe. Cette élection, elle est intéressante parce qu'il y a, à cette époque, un meeting au Prado, donc à Marseille, en avril 2012, un mois après les tueries de Mohamed Merah. Et à l'époque, son discours, au lieu de dénoncer l'islamisme radical ou, je sais pas, tu sais, le totalisme religieux, quelque part, si même il voulait pas stigmatiser directement les musulmans, il aurait pu dire le totalisme religieux. Et j'ai envie de dire, dans sa continuité d'homme des Lumières, ça aurait pu se comprendre. Bien sûr. Et là, non, il fait un discours à front renversé. Il en avait parlé à un de ses biographes, Marc Andevelde, il avait dit, il faut que je marque l'histoire, et il fait un discours pour, glorifier Marseille fondée par des Grecs, Méditerranée, mer d'échange, Marseille, ville cosmopolite, multiculturelle. Et à l'époque, il y a déjà des analystes du Parti socialiste qui disent que c'était à cette époque-là que Mélenchon a fait rupture avec les classes populaires blanches. Donc tu vois, c'est pour ça, moi, quand on me dit Mélenchon, il a commencé à parler de Nouvelle-France à partir du moment où on a parlé de grand remplacement, c'est faux en fait. Il en a parlé bien en amont. Et d'ailleurs, aux législatives 2012, donc juste après les présidentielles, c'est intéressant parce qu'il va se confronter à Marine Le Pen, à Hénin-Beaumont, donc dans le Nord. Dans le fief de Marine. Exactement, en disant on va voir si les petits nordistes, ils sont vraiment racistes ou non. Enfin, en tout cas, selon lui. Et il se prend une déculottée monumentale. Alors après, pendant des années, il va jouer sur le fameux fâché pas facho, en disant oui, mais on peut essayer de les récupérer. Et puis l'année dernière, un quotidien italien, La Repubblica, il le dit clairement, vous savez, cet électorat populaire blanc... en tout cas une partie de cet électorat, on aurait beau leur donner demain un SMIC à 2000 balles, ils seront toujours racistes. Donc déjà le mépris... Non, bien sûr, et puis même, je me rappelle, moi, à titre personnel, les premières manifestations des Gilets jaunes, comment la France Insoumise les a traités, c'était des antisémites, des racistes, des complotistes, tout ce que tu veux, avant de voir que le mouvement prenait de l'ampleur, et de le récupérer, le noyauter, et le détruire. D'ailleurs, est-ce que je peux juste rectifier? Je me suis réintéressé au mouvement des Gilets jaunes, moi j'en faisais partie, d'ailleurs, moi je suis plutôt populiste pour le coup, on reviendra peut-être après là-dessus dans notre discussion, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à l'époque, la revendication était antifiscale, antisystème, tout ce que tu veux. Mais il y avait aussi une dimension un petit peu identitaire parce que c'était l'époque où se signait le pacte de Marrakech. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, très bien, très bien. Au début, il y avait... et en plus, c'était génial parce que c'était en mode, il nous faut des frontières capitaux pour que nos usines elles arrêtent de se barrer, qu'on ait du boulot et qu'on arrête de se faire enfler justement sur l'augmentation des taxes par un État prédateur, etc. Ça aurait été très bien. Et en plus, il y avait la contestation un petit peu identitaire, mais tu sais, c'est même pas un truc dur. C'est juste dire, on veut des frontières pour les capitaux, pour que nos entreprises ne partent pas. Puis on veut aussi des frontières pour maîtriser justement l'immigration. Bien sûr. Un truc basique. Et d'ailleurs, tu as même des vidéos qui sont assez drôles où, par exemple, à Calais, tu avais des gilets jaunes qui avaient dénoncé des migrants qui se cachaient dans les citernes. Donc tu avais vraiment, en plus le logiciel qui pour moi personnellement sera bancable dans les années à venir, un populisme à la fois identitaire mais aussi social. Tu vois, vraiment un dégagisme gaulois quelque part.
Et à l'époque, Jean-Luc Mélenchon, comme d'habitude, il est venu pour tout saloper avec ses hordes de nervis. Où direct, ils ont noyauté les mouvements. Ceux qui ont fait les premières manifestations, ils pourront le dire. Au bout d'un moment, au 2, 3, 4e, quand on arrivait avec un drapeau français, notamment dans les grands centres urbains, parce que sur les ronds-points, ça allait beaucoup mieux comme par hasard. Parce que là, on est avec les vrais gens. Mais quand on était dans les grands centres urbains, quand tu te pointes avec un drapeau bleu, blanc, rouge, des fois, il fallait faire attention. On te laissait, mais par contre, si tu avais marqué Frexit dessus ou que tu avais une croix de Lorraine, tu pouvais vite t'identifier comme un petit faf ou ce genre de choses et vite te faire chasser aussi. Donc après, ils ont réussi à orienter. Et le meilleur exemple qu'on a eu aussi dernièrement, c'est le 10 septembre. Bien sûr, alors oui. Le 10 septembre, pareil, repart sur une petite musique, même un peu souverainiste. Tu vois, un peu souverainiste. Et pareil, antifiscale. Etc. Et moi, j'avais des camarades qui étaient dans les groupes Telegram, un peu infiltrés aussi, que tout tranquille. Et puis, ils sont très vite rendus compte, dès qu'ils essayaient à peine de pousser un petit peu le curseur sur l'identité, mais encore vraiment quelque chose de très basique et très simple. Contre retour des frontières, directement, il y avait une ostracisation. Et puis, 2 heures plus tard, ils étaient exclus du groupe parce qu'il y avait eu un noyautage. Et d'une révolte sur les contestations LGBT, Palestine, etc., pour essayer de faire advenir cette convergence de lutte qui n'a absolument pas eu. Mais c'est pour ça que, alors, c'est là où je m'oppose en partie à ton bouquin, mais même si, franchement, j'invite tout le monde à le lire, il est très intéressant. Mais juste sur l'aspect anti-système de Mélenchon, j'ai quand même l'impression que, empiriquement, Mélenchon et la gauche radicale serrent le système depuis maintenant 10 ans. C'est-à-dire qu'à chaque manifestation, à chaque grande manifestation, il suffit d'envoyer quelques éléments ultra violents du Black Bloc, des antifos, ce que tu veux, la manifestation est morte. On l'a vu pendant la réforme des retraites, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, pendant le mouvement de Bloquons tout. Donc, déjà, même empiriquement, j'ai l'impression que le système se sert de Mélenchon, ou Mélenchon sert ou l'extrême gauche sert le système. Mais aussi, et de manière un peu plus insidieuse, le discours de Mélenchon, je ne trouve pas que ce soit un discours anti-système. Je pense que c'est précisément le discours du système radicalisé. C'est un discours de métissage, ce qui est quand même l'agenda 2030, c'est le discours de George Soros en fait, c'est le discours de Jacques Attali, mais c'est juste radicalisé. C'est pas du tout un discours qui est de rupture. Toi, je pense que le discours de Jordan Bardella sur les frontières, sur l'identité et sur l'économie est un peu plus en rupture, j'ai l'impression, qu'un discours qui veut qu'il y ait plus de frontières, le sans-frontiérisme, qu'on soit tous le même humain, fluide, et dans un système qui est libéral, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que le tournant essentiel de la politique de Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé, c'est pas un entretien de moi, mais mais c'est très intéressant. Je trouve que le tournant majeur de la vie politique de Mélenchon, c'est 2017, parce qu'avant 2017, il y a un vrai discours de rupture, notamment sur le plan économique. C'est le fameux plan A, plan B, même si tu me disais tout à l'heure en antenne que c'était un peu de la merde. Il l'a très vite écarté. Il l'a très vite écarté, mais le discours de remise en cause de l'Union européenne, ça, c'est un discours de rupture. Mais tu sais qu'en réalité, je suis tout à fait sur ta ligne. Alors là, ça... si tu veux, je peux essayer de répondre à ta question. Ça va un petit peu nous sortir du sujet parce que là, je trouve que c'est une question qui mérite d'être répondue d'une manière vraiment plus globale sur la vie politique, même de ces 2 derniers siècles. Bien sûr. Le moment 2017, tu as tout à fait raison parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui va empêcher, est-ce que ça aurait réussi, c'est une autre question, mais la convergence, quelque part, anti-système entre les souverainistes de gauche et les souverainistes de droite. Je sais que c'est un mariage très bancal sur un certain nombre de sujets. Le fameux non au traité, le 2005. Là. Le non de 2005 n'a jamais été comptabilisé politiquement. Il n'y a jamais rien eu qui en est sorti. Alors que c'est un vrai tournant politique. Et à mon avis, c'est vraiment une question centrale. Cette convergence, on va dire, des souverainistes de gauche ou de droite, est-ce qu'elle aurait abouti sur quelque chose? C'est une autre question. Mais à l'époque, tu as quand même des personnalités comme Jacques Sapir qui ont essayé de faire advenir quelque chose avec un discours très critique sur l'euro, très critique sur l'OTAN. Et tu avais vraiment, surtout le RN de l'époque, qui était plutôt enclin à ce discours. Et on avait une partie de la gauche qui était prêt à franchir l'ultime Rubicon. Parce qu'à mon avis, là, c'est le critique qu'on peut faire à une partie des souverainistes de gauche et qui reste, comment dire, engoncé et même aplati par une chape de plomb morale gauchiste, en fait. Il y a vraiment un impensé, une difficulté à penser la question identitaire qui est pourtant fondamentale et qui est vraiment la clé de main pour qu'un populisme l'emporte. Et d'ailleurs, on le voit dernièrement en Allemagne où on a eu la candidate, de gauche plutôt conservatrice qui a dit
qu'il pouvait peut-être y avoir dans certaines circonstances des accords avec l'AfD. Donc là, comme tu dis, il y a un peu l'extrême gauche et l'extrême droite qui arriveraient à faire comme ça une jonction. Et je pense aujourd'hui, tu l'as très bien dit, je pense qu'aujourd'hui que Mélenchon est aussi une des meilleures garanties du système là-dessus. Parce qu'il l'empêche de faire advenir cette convergence, alors qui serait peut-être que pour certains objectifs électoraux, parce que évidemment qu'il n'y a pas une vision du monde qui est la même entre l'extrême gauche et l'extrême droite, même si c'est, on va dire, pas l'extrême gauche, mais plutôt une gauche plus populaire, souverainiste, attachée à d'anciennes catégories comme la laïcité, par exemple. On pense à Ruffin avec tout les critiques qu'on peut lui faire. Alors, Ruffin, énorme planche pourrie, je pense, quand même. Oui. Mais tu as raison. Mais en tout cas, Ruffin, je pense que c'est... mais la ligne, en tout cas, de Ruffin. Voilà. Mais en tout cas, c'était quelqu'un que je voulais analyser à un moment. Je pense que c'est un faux bon candidat. Mais on pourrait revenir dessus. Et donc, pour revenir... à l'explication de ça, si tu me le permets, j'aimerais faire une petite digression sur je vais faire ça assez rapidement, mais disons que moi, la présentation du clivage droite-gauche pour classifier la classe politique française m'a toujours un peu dérangé, parce qu'on le sait, depuis 2 siècles, ce qui est à gauche, ce qui est à droite, s'interchangent, s'échangent, tu vois. La nation, on dit qu'elle est avant plutôt à gauche, et ensuite qu'elle passe à droite. La colonisation, c'est un peu la même chose. Mais à mon avis, c'est assez intéressant parce que moi, je préfère, classer, même si aujourd'hui c'est un peu dépassé, la vie politique française en 3 couleurs. Pour revenir vite fait. Au 19e siècle, tu as vraiment les bleus, donc c'est les républicains, les libéraux et les hommes de gauche qui sont les continuateurs de la Révolution, si tu veux, qui ont accepté le fait qu'il y a eu 1789 et qu'il fallait continuer dans cette voie. Ensuite, on a le parti blanc, c'est ceux qui veulent le retour de l'ancien régime. Et ensuite, on a les rouges. Les rouges, c'est vraiment les socialistes naissants, parce que c'est un mouvement qui va vraiment, émerger au 19e siècle. Et ces rouges, donc ces socialistes, à l'époque, que ce soit Marx ou Proudhon, à aucun moment, ils se revendiquent comme hommes de gauche. Bien sûr. Et le ralliement, comme l'a très bien montré Micha, il vient à partir du moment de l'affaire Dreyfus, où en fait, les rouges vont rejoindre les bleus, donc la République, pour s'opposer aux blancs. À l'époque, si tu veux, c'est l'alliance du goupillon et du sabre, donc de l'armée et de l'Église, pour l'empêcher de faire une révolution nationale un peu avant l'heure. Et d'aucuns ont dit que le ralliement du parti blanc à la République, ça s'est fait au moment de 1892, on dit ça le grand ralliement. C'est l'affaire Boulanger, enfin le général Boulanger. Ouais, c'est surtout en fait on a une encyclique de Léon XIII où tu as une partie des catholiques qui acceptent justement la Troisième République et la République et 1789. Et l'autre moment de la réunion des Blancs avec la République, c'est au moment de l'Union sacrée en 1914, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il y a un intellectuel récent qui dit que en fait, l'opposition droite-gauche, c'est vraiment une opposition pour camoufler les vrais enjeux. Et lui dit plutôt, et moi je suis plutôt partisan de cette thèse, qu'en France, on a en réalité 2 partis en France. En France, on gouverne au centre. On gouverne au centre soit par exclusion des extrêmes, si tu veux, c'est Emmanuel Macron, oui. Donc on exclut à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite, ou on gouverne par addition des extrêmes, à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite. Si tu veux, c'est un peu Napoléon. Et ce qui est intéressant, c'est que lui disait que depuis 1830, donc quand on a eu la Restauration, Louis XVIII, puis ensuite Louis-Philippe d'Orléans, la droite n'a jamais été au pouvoir. En réalité, le seul parti qui a été au pouvoir depuis cette époque, c'est le parti orléaniste. C'est cette réunion... Parti de l'ordre. Oui, exactement, le parti de l'ordre, cette réunion de la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite qui gouverne, avec quelques interruptions où on a dans l'histoire des personnalités qui vont réussir à incarner cette réunion de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Ça a été Napoléon Ier, ça a été Boulanger, comme tu l'as très bien dit. Boulanger, derrière lui, il a des rats de soc, comme Clémenceau, mais il a aussi Maurice Barrès, qui est un nationaliste. Et c'est à ce moment-là où le pouvoir, ce grand pouvoir orléaniste, quelque part, a été mis un peu sous la sellette. Ça a été aussi Napoléon III, quelque part. Napoléon III, il était très préoccupé par la question ouvrière, où c'est même le De Gaulle, d'après la Seconde Guerre mondiale, où il fait un gouvernement d'union nationale avec une partie des communistes et une partie... Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que ces modèles se sont mis en place, c'était contre les corps intermédiaires. Donc contre vraiment ceux qui ont le pouvoir en France. Et à mon avis, c'est une logique qui est intéressante et qu'on va retrouver dans les années à venir, parce que c'est la logique qu'on a vue outre-Atlantique avec Trump. Donc là, je fais juste le petit parallèle. Bien sûr, on va y revenir. C'est un peu long à revenir, mais je pense que c'est vraiment intéressant sur les clivages qui sont en train de
comment dire, de moduler comme ça la vie politique française. Et c'est pour ça que je te rejoins tout à fait quand tu dis qu'aujourd'hui, Mélenchon, c'est aussi quelque part le dernier verrou du système qui permet qu'il ne saute pas. C'est ça. Et le deuxième gouvernement Trump, il est intéressant parce que Trump, il est sorti de la vieille logique libérale conservatrice américaine qu'on connaît bien dans son deuxième gouvernement. Que c'est vraiment une logique quasiment illibérale. Il y a un des contributeurs de la revue Éléments, Gabriel Pignès, qui est spécialiste des États-Unis, qui a vraiment montré que le second mandat de Trump, c'était quasiment un mandat illibéral. Pourquoi illibéral ? Parce que c'était vraiment une relation directe entre, d'un côté, une nouvelle élite nationaliste et un peuple contre les corps intermédiaires. Alors, les corps intermédiaires, tu mets l'État démocrate. Chez nous, on va dire l'État socialiste républicain, les hauts fonctionnaires qui sont en vrai vraiment tous dans un L'État profond, en fait. Voilà, exactement. Mais en plus, j'ai envie de dire qu'il n'y a même pas à mettre de complotistes derrière l'État profond français en majorité. Ah non, mais moi, c'est pas, dans ma bouche, c'est pas du tout complotiste. Ouais, mais juste pour nos éditeurs, c'est vraiment les hauts fonctionnaires qui, eux, déterminent vraiment la marche à suivre du pays. Et on peut dire qu'ils sont tous centristes, libéral, en tout cas libéral, européiste, et européiste, exactement. Et donc, Trump, il fait, lors de sa deuxième présidentielle, le choix de s'opposer de front avec l'État en place. Alors, comme tu l'as dit, l'establishment américain, mais aussi les médias. Par exemple, on sait qu'il va beaucoup plus passer vers les podcasters pour faire sa campagne présidentielle que vers les médias centraux. Là aussi, c'est une indication. Peut-être qu'on devrait s'y inspirer aussi en France. Alors, tu fais très bien la jonction avec la deuxième partie de l'entretien qui concerne justement la vie politique française. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec un invité que vous connaissez, je ne vous révélerai pas. Mais on en parlait tout à l'heure. Effectivement, quand on compare la vie politique française et la vie politique américaine, ce qui saute aux yeux, c'est que le second mandat de Trump, en tout cas la deuxième campagne électorale présidentielle de Donald Trump, elle se fait autant sur les médias dits alternatifs que sur les médias dits traditionnels, même carrément plus sur les médias alternatifs que traditionnels. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. En France, on a vraiment peur d'aller sur des chaînes, tu vois, par exemple, typiquement, moi, je reçois assez peu d'hommes politiques. J'ai reçu Éric Zemmour récemment, j'ai reçu Asselineau, mais ça reste quand même à la marge. J'ai pas reçu des grands candidats, j'ai pas reçu Jordan Bardella, j'ai pas reçu Marine. Je dis pas que j'ai une chaîne de ouf non plus, tu vois, mais j'ai quand même 240 000 abonnés, c'est pas rien. Donc, je me pose la question, qu'est-ce qui explique cette réticence-là ? Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est la dédiabolisation du RN qui veut ça. Ils veulent pas se mouiller avec des... Mais comment expliquer que Trump l'ait fait et que ça lui ait réussi ? Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a deux courbes qui se croisent dans des sens inverses. D'un point de vue stratégique, le RN avait peut-être tout intérêt à suivre cette voie dans un premier temps de normalisation, de banalisation, en revenant... tu sais, c'est la fameuse stratégie de la cravate. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il faut l'avouer, là-dessus, ça lui a quand même permis de progresser quand même dans tout un champ de secteurs sociologiques qui était difficilement d'accès avant. Je pense au CSP+, je pense à une partie de la fonction publique, je pense aussi aux retraités. Et on sait l'importance des boomers et des retraités pour faire basculer les élections. Et d'ailleurs, message à nos auditeurs, si vous ne voulez pas aller voter, sachez qu'un mec de gauche en face ira voter. Eux votent. Vraiment, pour eux, c'est un acte antipolitique de ne pas aller voter. Bien sûr. On sait qu'il y a quelques anarchistes type Bégodeau qui vont faire un livre un peu flonflon pour dire j'ai autre chose à foutre le dimanche. Notamment des films de merde. Tout le monde va voter le dimanche. Aux élections présidentielles, ils vont surmobiliser parce que ça, c'est un enjeu pour Mélenchon, c'est de faire voter les quartiers. Parce que ça, c'est la grande inconnue, c'est que les quartiers votent beaucoup moins que le reste de la population française. Juste une petite parenthèse sur les quartiers, parce qu'évidemment, moi, j'avais fait une très longue vidéo sur l'incompatibilité, l'incohérence structurelle, méthodologique de l'islamo-gauchisme, notamment en me basant sur les événements de 79 en Iran. Comment tu vois, toi, c'est parce que là, objectivement, en fait, encore une fois, l'islamo-gauchisme n'est pas un terme péjoratif dans ma bouche. C'est un constat. Et ça a été défini même par les Anglais. Je crois que ça devait être les trotskistes anglais initialement. Ça a été défini comme juste l'alliance de l'islamisme et du gauchisme, mais non pas dans son terme négatif, mais dans une assertion assez objective. Comment tu vois, toi, cette alliance-là et qui va gagner ? Parce qu'objectivement, l'islamo-gauchisme, c'est toujours ça. C'est une alliance de circonstances et un vainqueur à la fin. Soit le gauchisme, soit l'islamisme. Soit l'islamisme, très souvent l'islamisme. Je pense à l'Afghanistan et à l'Iran. Ça a toujours été l'islamisme qui a gagné. Est-ce que tu penses qu'en France aussi, l'islamo-gauchisme qu'incarne Jean-Luc Mélenchon va se retrouver
à devoir se battre, en fait, dans une guerre intestine d'ici s'il gagne en 2027 ou même avant. En fait, tu as dit le mot capital là-dedans, c'est le mot alliance. Ouais. Le mot islamo-gauchisme, en tout cas, moi je le vois plutôt comme une stratégie électorale, Ouais. une stratégie de conquête du pouvoir. Il faut le prendre de la manière la plus neutre possible. Bien sûr. Alors, on voit toujours les vidéos où tu vas voir un trans s'opposer à une horde, tu sais, de racailles dans la rue, et on va mettre le commentaire, votre fameuse convergence des luttes, on voit ce qu'elle arrive. Bon, d'accord, c'est très bien de voir ça, mais je pense qu'il faut faut ouvrir un peu la focale, et voir vraiment la stratégie électorale, parce que c'est ça l'important. Quand je me suis renseigné aussi un petit peu sur le mouvement indigéniste, ce qu'il faut comprendre, c'est que les indigènes, toute cette mouvance décoloniale est absolument pas dupe du fait qu'elle est aussi utilisée. On sait par exemple que les frères musulmans, ils sont aussi calqués leur entrisme, leur manière de s'immiscer dans la société via les sociétés justement d'organisation et un peu les sociétés de pouvoir. Ils sont très au fait là-dessus. Ils savent que c'est très intéressant d'avoir un réseau d'avocats infiltré quelque part, un réseau dans l'université, etc., etc. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir des grosses manifestations parce que justement ça va peut-être attirer les projecteurs, les renseignements sur un mouvement qui a tout intérêt à progresser, un peu sous les radars. Et pour revenir à la stratégie de l'islamo-gauchisme, les décoloniaux sont absolument pas dupes. C'est intéressant parce que quand tu prends Ouria Boutelja, qui parle de butin de guerre, en parlant Wissam. En fait, ils le disent clairement, ils savent de quel pédigré est Jean-Luc Mélenchon. Mais par contre, là où ils sont intelligents, c'est qu'ils ont compris, comme un parti comme la France, on ne pouvait pas avoir un parti confessionnel. Tu sais, un parti, je sais pas, le parti des musulmans de France. Il me semble qu'il y avait un parti qui s'appelait un petit peu comme ça. Oui, ça me dit un truc. On voit que c'est un truc hyper grupusculaire. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout intérêt à faire progresser le parti le plus ouvert à leur position jusqu'au jour où peut-être ils pourront prendre leur indépendance. Et là, et je pense qu'à gauche, ils sont aussi, en tout cas, les militants sont peut-être un peu dans une logique un peu romantique, tu sais, en mode révolution, avec d'un côté le cimetière et de l'autre côté, tu sais, le petit livre rouge ou alors ce chose où vous pourrez avoir une alliance. Mais je pense que les cadres savent, entre guillemets, qu'ils sont ensemble pour l'instant, mais après, il y aura une guerre fratricide entre les deux, ça c'est certain. Et les décoloniaux, vraiment, l'ont pensé. Et ils ont dit, aujourd'hui, on a tout un intérêt à investir sur le parti qui nous est le plus, ou en tout cas le moins hostile, et ensuite, on verra pour prendre plus ou moins d'indépendance. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qui va gagner, en fait, ce combat-là à la France Insoumise? Parce que là, on voit très bien les deux lignes. On voit très bien les deux lignes qu'il y a actuellement à la France Insoumise. J'allais dire une ligne un peu... je sais pas, Bompard, un peu... pas laïque, évidemment pas, mais historiquement de gauche, et une ligne qui est radicalement différente, et je pense à Rima Hassan. Regarde où est l'énergie et la vitalité. Oui. Moi, je pense que ça répond très vite. Je pense que des cadres pourront tenir, des structures pourront peut-être tenir et endiguer ce mouvement, mais là-dessus, je pense que la jeunesse balayera tout. Tu vois, par exemple, récemment, tu as une élue en Seine-Saint-Denis qui a dû, je sais pas si tu as vu cette affaire, elle a dû retirer sa candidature. Oui, une candidate ELV, il me semble. Ouais, parce qu'elle était homosexuelle. Oui. Et ça plaisait pas forcément. Et ça plaisait pas au quartier. Oui, j'ai vu. Et Dany et Raz ont fait un stream de 1 heure en disant est-ce que la convergence des luttes est-elle possible? Et ils ont tourné autour de la question pendant 2 heures sans dire les vraies choses. C'est vrai. Je pense qu'ils sont absolument pas dupes. D'ailleurs, Dany et Raz, c'était Raz et comment il s'appelle, un des mecs qui est de leur collectif. J'ai plus le nom en tête. Mais eux, ils ont pensé la question. Mais ce qui est intéressant à dire, c'est à chaque fois ce qu'ils disent pas, parce qu'ils savent pertinemment comment ça se passe. En vrai, faut pas se voiler la face aussi. Et moi je pense que là-dessus, que c'est la vitalité qui finira par l'emporter, l'énergie, la clé de tout. Et tu penses que les quartiers vont se mobiliser en 2027 ? Comme je t'ai dit, c'est la grande... Aujourd'hui, il y a un parti en France qui a un butin de guerre électorale, c'est le Rassemblement National. Quoi que le Rassemblement National dise, quoi qu'il fasse, ils ont, on va dire, c'est vraiment cette masse des classes populaires plutôt blanches, des classes moyennes, classes populaires blanches, qui vont aller voter pour eux. Aujourd'hui, le seul autre parti qui a un butin de guerre électorale qui votera pour eux, on le sait à peu près, c'est vraiment cet électorat, on va dire plutôt banlieusard, d'origine extra-européenne, même si l'électorat musulman, c'est vraiment
comment dire, trop vague de parler d'électorat musulman, mais on sait, d'ailleurs, il y a eu une enquête de l'IFOP récemment, que 70% des électeurs des Français de confession musulmane projetaient de voter pour la France insoumise. Mais par contre, on sait aussi que c'est souvent des populations qui votent largement en dessous, en tout cas moins que les autres populations de la population française. Et l'importance pour la France insoumise, c'est vraiment de les agiter, mais pour qu'ils aillent voter. Il y a des grandes campagnes, par exemple, aller toquer autour des portes, enfin vraiment aux portes pour les faire voter, etc. Et là-dessus, il y a vraiment une stratégie de la France insoumise. On sait que l'électorat qu'ils ont, bobo urbain, on va dire intellectuel, mais en voie de prolétarisation, eux vont aller voter. Ils sont hyper politisés. Donc là, il y a cet électorat, il y a celui des banlieues, et enfin, il y a une autre inconnue, c'est l'électorat abstentionniste. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu ces derniers temps que les intentions, les prises de parole de la France insoumise, en tout cas d'une partie de Jean-Luc Mélenchon et de ses généraux, et ben, par exemple, ils vont être beaucoup plus avec un accent populiste. On s'attaque beaucoup plus à l'Union européenne. On s'attaque aussi avec les déclarations du CEMA en disant qu'ils sont pour une politique de non-alignement. Tu sais, quelque part un peu comme d'une inspiration un peu gaulliste. Ouais, bien sûr. Ils sont habiles là-dessus. Ils disent oui, nous on est pour la sortie de l'OTAN, on n'a pas à être sous la férule des États-Unis, on veut être une nation libre et indépendante comme l'était le général de Gaulle. Alors, ils n'utilisent pas forcément la notion de général de Gaulle, parce que la notion de général de Gaulle est très dévaluée du côté du camp des coloniales. Bien sûr, évidemment. Donc là, tu vois, là on revient un peu au dilemme dont tu parlais juste avant. Mais par contre, ils font aussi des déclarations en disant l'interdiction du découvert de l'Union européenne, c'est insupportable. Et même, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai perçu aussi, ils commencent à parler aux néo-ruraux. C'est-à-dire une partie des urbains qui, à cause de l'augmentation des loyers, du fait que la vie en ville devienne invivable pour diverses causes, notamment le prix immobilier, sont allés s'installer en région, ou en tout cas dans les zones plus périphériques, ou en tout cas plus en province. Et là, c'est intéressant parce que Jean-Luc Mélenchon, dans un meeting à Aubervilliers il y a quelques semaines, pour les municipales, il a eu des mots pour eux. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il va essayer de les séduire, mais avec d'autres arguments qu'un électeur de droite. Il dit, nous, on veut parler aux néo-ruraux qui ne sont pas des paysans, qui ne sont pas des chasseurs. Tu vois, direct, il fait une session et qui ne roulent pas au diesel et qui ne fument pas des clopes maïs. Ouais, des bobos, quoi. Exactement. Ouais. Mais des néo-ruraux. Oui, oui. Bien et sûr. On en parlait aussi hors caméra, mais c'est ceux qu'on voit aussi dans les petits piquets de grève en province, dans les petites villes moyennes. Quand Jordan Bardella vient, il y a forcément... Exactement, c'est eux en fait. Ouais. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il essaye de diversifier sa proposition électorale. Après avoir vraiment solidifié l'électorat bobo intellectuel des banlieues et bobo intellectuel des villes et des banlieues. Et des banlieues, maintenant il essaie de s'ouvrir à une partie des abstentionnistes et à une partie des néo-ruraux. Et alors, autre question, je voulais t'interroger là-dessus. Il nous reste une petite demi-heure. Donc, avant de parler des zoomers, qui est vraiment un sujet qu'on aborde même très souvent hors caméra quand on se voit. Dernière question sur la vie politique française. Tu le sais, cette chaîne-là, on a du débat. Et récemment, il y a eu un débat sur ma chaîne. Et c'est marrant parce que du coup, j'en parle à tous ceux qui viennent. Il y a eu un débat par interview interposée. Tu vois, moi, j'interviewe beaucoup Pierre-Yves Rongeron. Je l'ai fait 3-4 fois sur cette chaîne-là. Je trouve très intéressant ce qu'il dit. Et il s'est fait un peu allumer sur les réseaux sociaux par la sphère, je crois que c'est la sphère identitaire, il me semble. Il s'est fait un peu allumer parce qu'on a expliqué que sa ligne n'était pas la bonne. Donc, il y a eu un peu une opposition en filigrane entre identitaire et souverainiste. Rochdy en a remis une couche derrière et ensuite j'ai reçu Asselineau qui a défendu. Enfin bref, c'est assez entremêlé. Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là entre souverainiste et identitaire ? Et alors déjà, première question, est-ce que tu ne penses pas qu'on a affaire à un microcosme de la droite nationale qui se cherche des oppositions, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose en réalité ? S'il y a quelque chose, est-ce que tu penses qui a le plus d'intérêt, selon toi, entre ces deux lignes ? Alors oui, c'est... certains vont te dire, vu l'urgence, vu les périls pour notre peuple et pour le pays, on n'a pas le temps de faire des chicanes. C'est vrai, mais par contre, il faut quand même se rendre compte qu'il y a tout un lot de sujets, justement, où on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une divergence de point de vue. Ça peut être sur des questions philosophiques ou idéologiques, libéralisme ou pas libéralisme, protectionnisme, ouverture des frontières, ou du moins pour les capitaux et pour le commerce.
Et ensuite, on s'est rendu compte que sur des sujets géopolitiques, là aussi, il y avait des divergences sur le dossier russo-ukrainien, sur le dossier israélo-palestinien. Ensuite, il y a l'éléphant au milieu de la pièce de l'Union européenne, Bien qui sûr. est vraiment un gros sujet. Et c'est vrai que moi, j'avais, dans un livre Faire Légion, qui était sorti aux éditions Déjà lu. de Julien, justement, Mm. et je le remercie de m'avoir édité, bah, c'est vrai que j'avais voulu répondre à cette question parce que moi, je me revendique à la fois souverainiste et identitaire. Et pour moi, ma synthèse personnelle, elle s'incarnait à merveille dans le nationalisme français. Pourquoi cela Disons que quand les identitaires s'intéressent à la composition du peuple, ça m'intéresse. Et quand les souverainistes vont s'intéresser aux instruments de souveraineté pour défendre une nation, ça m'intéresse aussi. Pour faire une classification, somme toute primaire, disons que les identitaires vont s'intéresser à ce que les peuples sont. Donc là, on est dans la question de l'être. Quand les souverainistes vont s'intéresser à ce que les peuples font. Donc là, on est plutôt dans la question du faire et de l'agir. Et la question du nationalisme, à mon avis, elle est d'autant plus pertinente que c'est vraiment la question de se maintenir en tant que peuple historique sur une terre, mais aussi en tant qu'identité, ou en tout cas en tant que groupe politique souverain, sans avoir des ingérences extérieures, mais aussi intérieures. Parce que quand un identitaire va dire oui, demain c'est très bien si on retrouve nos instruments de souveraineté, mais qu'on est dans une France grand remplacée. Mm. Moi, j'en veux pas non plus, et ils ont raison là-dessus. Mais quand des souverainistes vont leur opposer en leur disant moi, d'accord, c'est très bien de conserver une certaine cohérence ethnoculturelle sur notre terre, mais par contre, si on devient une énième réserve aborigène comme en Australie ou une réserve indienne aux États-Unis, bon, bah, quelque part, non merci. Donc pour moi, vraiment, cet enjeu à la fois de la préservation du peuple historique français, mais aussi des instruments de souveraineté, eh ben, pour moi, ça, j'ai envie de dire que c'est un combat qui est global et je suis prêt à défendre les deux avec la même force. Évidemment que le logiciel nationaliste français, il est à réactualiser aussi. On n'a pas à avoir un esprit revanchard sur les autres nations européennes comme on a pu l'avoir, Ouais. par exemple, au 19e siècle. Là-dessus aussi, Notamment l'anti-germanisme, j'ai voilà, l'impression. dont acte. Mais Ouais. par contre, Mm. quand l'école de guerre économique produit un travail pour nous expliquer que l'Allemagne fait une ingérence directe sur notre modèle énergétique et pour défoncer notre parc énergique nucléaire, il faut le dire. Oui. Quand, dans le dossier militaire, on voit qu'à la base, on devait faire un tank ensemble, et puis qu'au final, bah, nos intérêts ils sont passés après des Allemands, puis au final, il n'y a que les Allemands qui font le char. Ou encore sur le dossier du SCAF. Moi, je ne défends pas l'État français qui veut absolument faire advenir cet avion européen du futur, parce que bien évidemment que ça fait partie de son logiciel d'Europe de défense, et je préfère défendre Dassault, une entreprise française qui, elle, protège les intérêts français et ses intérêts, parce que c'est très bien qu'il y ait une volonté de pillage des Allemands. Bah là, il faut le dire. Moi, je suis le premier à vouloir dénoncer les ingérences algériennes, marocaine, chinoise, russe, ce que tu veux. Mais par Américaine. contre, je veux aussi, et américaine, tu as tout à fait raison, mais aussi je veux dénoncer les ingérences américaines, même si c'est fait par des Ouais, blancs. ouais. Je veux dénoncer aussi celles de mon voisin d'outre-Rhin, si c'est des vraies ingérences. En fait, c'est pour ça que je me sens vraiment cohérent dans mon logiciel quand je suis nationaliste français jusqu'au bout. Et comme je te dis, moi je suis le premier à reconnaître qu'il y a une continuité ethnoculturelle entre les différents peuples européens et que ça nous donne pourquoi pas une destinée historique en commun. Mais par contre, je veux aussi pouvoir dénoncer mon voisin européen ou ne pas aller dans le même sens que lui quand mes intérêts divergent. Mais surtout que les deux se rejoignent souvent, enfin souvent, ça peuvent se rejoindre parce que la question, par exemple, de l'immigration, qui est très chère aux identitaires, et je la comprends, la question de l'immigration est une question qui est en partie le fruit de décisions de l'Union européenne. Oui, alors, mais là- Donc de manière, si j'étais un identitaire, je pourrais m'y opposer évidemment, mais je serais forcé de constater qu'on a une certaine perte de souveraineté sur cette question-là mais précisément. eux te diront que la majorité, l'immense majorité des élites françaises sont pour et font même plus que ce que demande l'Union européenne. Ouais, Et là-dessus, moi, quand je suis très critique de l'Union européenne, mais je le suis à un degré infiniment supérieur avec les élites françaises. bien sûr. Parce que c'est eux qui nous ont trahis. Ouais, bien sûr. Que les élites... Notamment Nicolas Sarkozy. Voilà exactement, que les élites allemandes, italiennes ou espagnoles ou je ne sais quoi profitent de notre faiblesse, je leur en veux, mais à ceux à qui j'en veux en priorité, c'est les Français. Enfin, c'est les élites françaises qui nous ont mis dans cette mouscaille, Bien quelque sûr. part. Et c'est pour ça que je ne comprends pas cette incohérence. Et moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour le coup un débat intéressant qui n'est pas facile. Mais il faut qu'on ait aussi cette clarification, à mon avis, Ouais. sur ces sujets dans les années à venir. Et d'ailleurs, je dirais même que ça
c'est un sujet aussi qui recoupe un autre qui est une différence stratégique au sein de la droite. Et ça, on n'en a pas parlé, mais je ne sais pas, tu vas me dire ton avis si tu es assez d'accord. Je pense aujourd'hui qu'il y a un peu deux lignes aussi stratégiques au sein de la droite militante et de la droite, on va dire, Internet. C'est vraiment une stratégie élitiste et une stratégie populiste. Je m'explique. Il y a une volonté de la part d'une certaine droite militante et politique de séduire le bloc central, notamment à droite. En fait, eux font le pari que s'ils s'alignent sur le côté économique, en étant plutôt libéral, contre, enfin en tout cas pour le désossage de l'État, pour une débureaucratisation massive, ce dont je peux être d'accord en plus pour le coup, s'ils font cet alignement sur le domaine économique, sur le domaine géopolitique, en suivant, on va dire... Atlantiste. Voilà, plutôt atlantiste, pro-Occident, etc. Et aussi, s'ils ont une parole, j'ai envie de dire, très dure aussi, tu sais, à la fois contre les complotistes, aussi contre le populisme. Ils se disent, bah, petit à petit, vu que l'Europe va se droitiser à cause justement des évolutions démographiques et culturelles et même sécuritaires qu'on va connaître dans les années à venir, et ben, automatiquement, une partie des élites va se radicaliser. Et c'est là justement où on pourra influencer sur elle. Et ensuite, il y a une autre ligne, qui est la ligne plutôt nationale-populiste, qui est la mienne. Et j'ai envie de dire que quelque part, c'est pas des stratégies opposées. On mise chacun sur un cheval. Et j'ai envie de dire que l'avenir nous dira s'il fallait plutôt miser sur l'un et miser sur l'autre. L'important, c'est quand même aussi qu'on l'emporte. Et en ayant aussi un discours relativement pro-européen, en disant que la France seule, c'est quelque chose de... C'est un peu les Frexiteurs, tu sais, la sphère populo-conspi, etc. Et on a plutôt l'autre sphère qui est de dire, bah non, nous... On reprend, par exemple, le vocable de gaulois. C'est un vocable que j'aime bien vraiment reprendre la notion de... Parce que le gaulois, bah, c'est le gaulois réfractaire de Macron. Ouais. Et c'est aussi le gaulois insoumis, sans faire référence à Mélenchon, à mon avis, demain, contre l'Union européenne. Parce que là, tu rejoins une contestation... à la fois des paysans, avec Guillaume Mercadal, tu vois, qui ont un discours très critique sur le Mercosur, mais aussi sur la politique énergétique, avec les Français qui voient une partie de leur facture d'électricité augmenter. Et même, moi, pour le coup, en géopolitique, d'avoir une voix vraiment française indépendantiste non alignée, bah, ça me parle beaucoup plus aussi. Donc, tu vois, je trouve aujourd'hui, alors je ne sais pas comment tu l'as perçu, mais qu'on a un peu ces deux lignes au sein de la droite. Et moi, bah, j'influence plutôt dans la deuxième. Mais je comprends tout à fait que certains influencent plutôt dans la première. Est-ce qu'on a besoin de se tirer dessus à balles réelles sur certains sujets ? Je pense pas. Et puis d'ailleurs, je pense que tes deux lignes recoupent un peu les deux lignes identitaires souverainistes, parce que c'est souvent les souverainistes qu'on va qualifier de populo-conspi. Et inversement, les identitaires sont plus... pas forcément plus intellectuels, ça se sentrait que les autres le sont pas. Et pour avoir beaucoup parlé à des Frexiteurs, des membres, enfin des partisans du Frexit, c'est une pensée qui est extrêmement structurée, bien plus que chez beaucoup d'identitaires. Et parfois, peut-être que il y a un vrai mépris. Oui, et peut-être que la pensée souverainiste est parfois un peu dure d'entrée. Oui, mais totalement, bien sûr. S'intéresser aux questions de souveraineté, c'est pas facile. Aux questions de souveraineté alimentaire, aux questions de souveraineté énergétique, il faut vraiment travailler. Et je dis pas. Alors que la question identitaire, on la vit tous les jours dans la rue. Et oui, et puis aussi le travers de la question souverainiste, c'est d'aimer s'écouter parler. Il y a aussi ça, les souverainistes aiment bien s'écouter parler. Il y a assez peu de débatteurs en face, donc c'est très fleuve. Tu vois un peu ce que je veux dire. T'as raison, et c'est pour ça que, pour finir cette question, moi vraiment, j'engage tous les souverainistes à s'emparer de la question identitaire de la manière la plus objective possible. Toutes les jeunes générations vivent dans leur chair, que ce soit les filles ou les gars, la question identitaire, parce que c'est la question de la couleur de peau. Et moi, quand Julien Rochdy parle de blanc, moi, ça me choque pas du tout. C'est que je suis blanc, moi. Ouais, moi aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. Je suis blanc européen. Je suis très fier. Mais avant tout, moi, je mets mon identité française bien au-dessus. Sûr. Bah oui. Mais ce qui ne lave pas les autres. Et je sais qu'on peut me cibler aussi en tant que blanc. Oui. Et je vais pas tendre la joue en disant non, moi, je suis français, je suis pas que blanc. Oui, si on me désigne en tant que blanc, je vais répondre en tant que blanc. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça, on y reviendra sur les zoomers aussi. J'ai juste une dernière question sur Sarkozy, mais on y reviendra aussi. Moi, j'ai fait une vidéo sur le racisme anti-blanc. L'expression me gêne un peu. Attention, vous allez comprendre pourquoi elle me gêne, parce que je pense pas que ce soit tant un racisme anti-blanc qu'un racisme anti-français. Je m'explique. On ne s'attaque jamais à des Tchétchènes. On ne s'attaque jamais à des Albanais. On ne s'attaque jamais à des Serbes. On ne s'attaque jamais à des Moldaves. Tout ça, c'est des peuples blancs. Objectivement blancs, je veux dire, de race blanche. On ne s'attaque pas à eux. On s'attaque à des Français.
Évidemment, on va leur dire t'es un sale blanc. Mais qu'est-ce qu'on dit derrière ça? On dit t'es un sale français. On rabaisse l'individu, non pas en sa qualité de blanc, mais en sa qualité de français. Donc je pense que le vocable de racisme anti-blanc, il masque surtout le mépris qu'il y a envers les Français, non pas envers les blancs, mais envers les Français. Si les Français se revirilisaient, s'ils apprenaient à se défendre, à refaire corps, à faire refaire légion et à refaire communauté, tout comme d'autres peuples blancs qu'il y a en France, ils ne seraient pas attaqués. Oui, et le sous-titre de mon livre, Faire Légion, c'était pour un réveil autochtone. C'est ça. Parce que nous sommes le peuple majoritaire, Bien sûr. il faut qu'on le reste. Ça, c'est un objectif politique central, et c'est à nous de dire l'heure qu'il est chez nous. Ouais. Ce qui n'est pas. Bien sûr. Est-ce que les Algériens font chez eux, ce que les Marocains font chez eux, ce que les Maliens font chez eux? Voilà. Et on va pas. Pourquoi les Français n'auraient pas le droit de le faire? Et c'est pour ça que moi, avant de me présenter comme de droite ou de gauche, même si je suis plutôt à droite, ou comme souverainiste identitaire, je me présente comme nationaliste. En fait, nationaliste, je trouve que c'est vraiment la réponse c'est une synthèse optimale, parce que c'est dans chaque domaine dire ce qui est le meilleur pour mon peuple et mon pays. Ouais. Donc il n'y a même pas à faire jouer les affects. Bien sûr. Je fais tout ce qu'il faut pour que le peuple français soit le plus heureux à la fin sur une certaine question, et que ça serve les intérêts de mon pays, et que ce soit un pays libre à la fin. Ouais. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'il y ait un remplacement de mon peuple, parce que ça fera qu'il y aura des diasporas et que des ingérences extérieures pourront jouer sur la population de mon propre peuple. Ouais, bien sûr. Donc tu vois, la question identitaire, elle est consubstantielle à la question souverainiste. Juste, avant de passer, j'ai 2 questions sur les zoomers, mais avant de passer à ça, tu as fait un bouquin sur Louis Sarkozy, qui est une gigantesque fraude, un gigantesque scam pour endormir les boomers de droite. Mais, et c'est marrant parce qu'au même moment où tu sortais ton bouquin, ou pas loin, donc on avait évidemment l'émergence, d'ailleurs bien senti d'avoir sorti un bouquin sur lui, il y avait l'émergence de la figure Sarkozy, tout le monde nous cassait les couilles avec lui, c'était le nouveau De Gaulle. Mais surtout, très récemment, on a eu une séquence, tu vas me dire ce que tu en as pensé. Pour moi, je l'ai trouvé lunaire. La séquence de Nicolas Sarkozy qui rentre en prison. Ah oui. Alors je sais que ça va peut-être choquer les gens de droite qui apparemment se sont réveillés, ils aimaient beaucoup Nicolas Sarkozy, qui objectivement qui n'est pas un allié de la droite, a fortiori n'est pas un allié de la France. Tout ce qu'il a fait, c'est pas un allié du souverainisme, de l'identité et de la nation française, ça me paraît évident. Comment tu as analysé? On va pas analyser Louis Sarkozy, qui est quand même, je pense, la chaîne vaut mieux que ça. Mais comment tu as analysé le parti pris de la sphère médiatique, culturo-médiatique française de droite pour Nicolas Sarkozy? Oui, alors là, il faut aussi la mettre dans sa périodicité. Aujourd'hui, on a parlé de Mélenchon, on a pas mal parlé du Rassemblement national. Le grand absent aussi, c'est la figure à leur opposé en 2027 pour le bloc central. Ouais. Dans le livre sur Louis Sarkozy, je revenais en disant que la famille Sarkozy exerçait encore un très grand pouvoir sur la droite. Certains ont dit que vraiment ils n'avaient plus aucun pouvoir, j'y crois absolument pas, c'est des vrais hommes de réseau, notamment le père. Ouais, bien sûr. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que si le fils Sarkozy avait misé sur Bruno Retailleau, lorsque Valeurs Actuelles lance sa nouvelle formule, il y a quelques mois, en une, on a Bruno Retailleau, et en éditorialiste, parce que c'était son premier éditeur, on a Louis Sarkozy. Et Louis Sarkozy, quand il donne son premier podcast sur une chaîne 21 News, qui est une chaîne belge pour laquelle il travaille, il le fait avec Bruno Retailleau. Donc là, tu vois, on essayait déjà de tester un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que le père, Nicolas Sarkozy, lui, dans son dernier livre, Le temps des tempêtes, c'est en 2023 qui est sorti, il me semble, misait sur Audible. Non, je sais pas si c'est oui, mais je vois, je l'ai, t'inquiète aussi. Misait, quant à lui, sur Darmanin. Ah oui. Donc on voit que les deux Sarko avaient misé sur deux chevaux différents. D'accord. Mais ils n'avaient pas mis les œufs dans le même panier. Donc ils exercent encore une grande influence. Mais cette question plus large de Nicolas Sarkozy, c'est qu'aujourd'hui le bloc central est un canard sans tête et qui court après le candidat à opposer à Marine Le Pen ou Jordan Bardella et à Jean-Luc Mélenchon. Et ça renforce encore plus, à mon avis, la possibilité d'un Jean-Luc Mélenchon au second tour. Et d'ailleurs, tu le vois qui teste des personnalités. On a testé Bruno Retailleau, ça prend pas du tout. Édouard Philippe, même si Édouard Philippe, il est bien, mais à chaque fois qu'on le met en avant, il baisse. Ouais. Donc on le rétracte, on dit attends, on dit rien, puis il remonte, et il dit un truc, ah bah il rebaisse. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça. On a testé Darmanin. Ouais. Darmanin. Ouais. Et puis on teste des personnalités. Suffit de voir un peu la presse de droite pour voir quelle personnalité. Récemment, il y a eu Leclerc, le mec. Leclerc. Ouais. On teste des personnalités de la société civile. Ouais. Parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, le bloc central est en train de paniquer. Ouais. Peut-être chose à garder aussi en tête, c'est
les réseaux et l'influence de l'Union européenne au moment des élections en Roumanie qu'on a connues dernièrement. Ouais, exactement. Ça peut peut-être aussi s'accélérer beaucoup à ce niveau-là. Il faut garder, à mon avis... Thierry Breton avait dit que s'il faut le faire en France, on le fera. Exactement. Et puis Thierry Breton avait dit aussi la même chose pour l'AfD en Allemagne, quand notamment Musk avait fait un entretien télévisé au moment d'un meeting. Exactement. Donc ça aussi, c'est des choses à conserver en tête. Et oui, et moi, c'est fou parce que c'est vraiment des séquences médiatiques parfaites. On a vraiment comparé Nicolas Sarkozy au Christ. Oui, on a parlé d'un surhomme. Faut pas déconner quand même. Mais c'est assez drôle. On avait mentionné donc les livres qu'il avait pris en prison, le Comte de Monte Cristo, la vie de Jésus. Et la vie de Jésus par petit-fils. Bon, certes. Mais moi, ça me faisait rire parce que j'étais certain qu'après Nicolas Sarkozy, sa sortie de prison, on ferait les 100 jours. C'est les 100 jours là quand Napoléon revient. Le vol de l'aigle. Ouais, exactement. Et en fait, je me suis dit, le bloc central est tellement désespéré de faire émerger cette figure néo-sarkozyste. Parce que là aussi, en préparant ce livre sur Mélenchon, je me suis beaucoup intéressé à Aquilino Morel. Aquilino Morel, je ne sais pas si tu te souviens, c'était le conseiller de François Hollande. Et lui, Aquilino Morel, si tu veux, c'est vraiment les hommes de couloir. Les hommes de réseau, ou en tout cas, qui savent vraiment comment ça se passe, un peu dans l'arrière-cuisine, celle où on n'a pas trop accès à nous. Et lui expliquait clairement que le bloc central, aujourd'hui, son enjeu, c'est de faire émerger une figure néo-sarkozyste, parce que le seul moment où le RN a été ralenti dans sa montée en puissance, c'est en 2007. C'est la fameuse campagne Patrick Buisson, Sarkozy, quand on arrive à faire émerger... Voilà, Karcher, en fait. Exactement, c'est la logique des Karcher, où on arrive à séduire une partie de l'électorat pas populaire, qui avait déjà fait la bascule au Rassemblement National, à l'époque au Front National. Mais on avait réussi à garder, en tout cas, cette partie de la petite bourgeoisie de droite, qui, si elle fait défection au bloc central et augure la bascule et une partie des retraités au Rassemblement National, là, le Rassemblement National a un boulevard. Et on voit aujourd'hui que le bloc central est vraiment dans cette incapacité de faire émerger cette figure néo-sarkozyste. Et ils étaient tellement dans l'incapacité et affolés de faire émerger, encore maintenant, qu'ils ont, en tout cas c'est ce que je pense, voulu faire réémerger cette figure en reprenant quasiment la figure de base qui est Nicolas Sarkozy. Alors après, on pourrait revenir sur les luttes internes. C'est quand même assez bizarre aussi cette importance de Mediapart dans l'affaire. Moi, comme tu l'as dit, je suis un nationaliste français. Je vois le bilan de Nicolas Sarkozy. J'ai énormément quand même de difficultés à prendre sa défense. Bien sûr. Après, je suis pas dupe aussi des luttes internes des magistrats. Et moi, c'est Rougeron qui avait une formule assez intéressante là-dessus. Il disait que c'était entre guillemets deux gangs qui se tiraient dessus. Quand deux gangs se tirent dessus, que c'est deux gangs que tu n'apprécies pas forcément, tu les regardes de loin. Mais ça se peut aussi que c'est peut-être aussi une lutte à distance de Villepin. Parce qu'on sait que quand ils étaient tous les deux au gouvernement à l'époque, ils aimaient bien se tirer dessus aussi. De Villepin et Sarkozy se détestaient. Et on sait que de Villepin est assez proche d'Edwy Plenel. Edwy Plenel, Mediapart, tu vois. Donc là, on est vraiment dans l'arrière-cour très opaque. C'est difficile de démêler un peu le vrai du faux. Mais par contre, moi, j'en suis resté sur cette visée un petit peu plus politique à projection 2027. C'est cette incapacité toujours pour le bloc central de faire émerger cette figure qui pourrait faire le contrepoids contre le RN et contre la France Insoumise. Deux questions très rapides sur les zoomers, parce que c'est un sujet qui nous intéresse quand on se voit hors caméra. Pourquoi, moi je le sais, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais pourquoi les zoomers sont de plus en plus radicaux ? Notamment les zoomers de droite, en fait. Moi, j'ai regardé un algorithme d'un zoomer que je connaissais. J'ai regardé son algorithme TikTok. C'est un truc de fou furieux. C'est objectivement un truc de fou furieux. Ils sont vraiment très à droite et très affirmés et sans aucune gêne, tu vois. Ils n'ont pas la gêne qu'on avait, nous, à l'époque, une espèce de carcan moral qui nous empêchait de dire qu'on aimait notre pays. Alors, on le disait du bout des lèvres, en disant non, je ne suis pas vraiment nationaliste, je suis un peu souverainiste. Mais ça avait un peu déjà bougé dans notre génération. Ça avait un peu déjà bougé, mais tu vois, je pense à nos darons qui n'ont pas la même chance que nous. Enfin, comment t'expliques que les zoomers soient aussi décomplexé? Ils speedrun, comme tu dis, un peu, nous, les dernières réticences qu'on pouvait avoir. Le fait identitaire. Là-dessus, une fois de plus, j'insiste toujours auprès des souverainistes, le fait identitaire, c'est le fait tous les jours, en fait, c'est ce qu'on vit
vraiment dans notre vie quotidienne. Ouais. C'est l'affrontement direct quand on prend le métro, quand on va au collège, etc. Et moi, si tu veux, en plus, pour le coup, la question identitaire, je l'ai prise avec plus d'assiduité ou en tout cas plus de sensibilité qu'avant parce que moi, je viens d'un petit village au Savoyard où, mon nom est là depuis X générations. J'ai mon arrière-arrière-grand-père auquel j'avais dédicacé un de mes livres au cimetière, enfin, tu vois, et même au monument aux morts. Donc, moi, je suis vraiment né dans un petit cocon, un petit paradis où il y a une coexistence ethnoculturelle homogène totale quasiment. Et j'ai même envie de dire que les 2-3 familles d'origine extra-européenne, elles font... elles s'assimilent relativement bien, tu vois, parce qu'il n'y a pas de différentiel. Tout de suite, ils mettent leurs gosses au ski club, donc ils viennent au ski club et ça se passe relativement bien. Mais par contre, on sait de quelle identité on est. Et à aucun moment, on se présente en disant je suis blanc, je suis comme ça ou comme ça. On se présente souvent par son nom de famille, en fait. Moi, je suis le fils d'eux et on dit ah ouais, je connais ton truc, je connais ton père, ton cousin. Et vraiment, j'ai vécu avec ce modèle la salle communale, le ski club. Le monument aux morts, le cimetière où il y a tous mes ancêtres, l'église où mes parents sont mariés, où moi j'ai été baptisé, où j'ai enterré mes grands-parents. Donc tu vois, tout est cohérent. Et c'est vrai que quand j'ai débarqué pour faire mes études, tout d'abord je suis allé à Lausanne, puis après je suis allé à Lyon, après j'ai eu ma vie professionnelle, je suis retourné à Paris. Et là, j'ai rencontré aussi cette génération Zoomer, comme tu dis. Et c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui ont vécu la difficulté identitaire. Parce qu'ils ne sont pas nés dans un paradis comme j'ai pu le naître, tu vois, moi par exemple. Ils sont nés dans des classes où par exemple c'était eux qui étaient en minorité. Et là c'est la difficulté de s'affirmer. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on l'avait plus connu peut-être dans notre génération. C'est que souvent quand tu étais français d'origine européenne, tu disais que tu étais de ton origine européenne avant de te dire français. Totalement. Tu disais que tu étais italien, que tu étais j'ai fait une vidéo là-dessus. Ou même que tu étais polonais. Enfin, des bandeurs d'origine. Et je trouve aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe, mais je vois quand même pas mal de zoomers aussi s'afficher en tant que français, tu vois, avant les autres. Et ça, pour moi, ça augure quelque chose de très bon pour le coup. Parce que même nous, on avait intériorisé, on savait qu'on était blanc, on savait tout ça. Mais même nous, on se disait, ah putain, l'identité de français, des fois, c'est un peu un truc... ça m'a vraiment beaucoup marqué. À une époque, on était deux blancs dans mon lycée, enfin quand j'étais en seconde. Et on demandait un peu les origines de chacun. Et moi, j'avais dit, je suis français, pas de galère. Et un de mes potes, le seul pote blanc, avait dit, ah non, moi, je suis rien. Ouais, tu vois. C'est fort quand même. Je suis rien. C'est-à-dire que si t'as pas d'origine, t'es rien. Et c'est pour ça que moi, et ça c'est, je pense, une sensibilité qu'on a, toi comme moi, je pense qu'aujourd'hui, le combat politique, il a été très bien mené. Il faut vraiment s'ouvrir, comme la France Insoumise le fait très bien avec ses satellites, faire confiance au monde de la culture, au monde du sport. Je pense à mon pote Hugo Nemesis qui fait un super travail là-dessus, identitaire. C'est un brise-glace, ce mec. Alors, il le fait peut-être en Pologne où c'est un peu plus facile, mais il fait un vrai travail où il s'affirme. Et aujourd'hui, il faut des figures comme ça qui affirment des choses. Et d'ailleurs, on le sait avec d'autant plus de modèles familiaux déstructureux. Il n'y a pas la figure verticale, paternelle qui ouvre sur l'extérieur quand on n'a plus la religion autour de soi. Et là, peut-être dire aussi que le premier acte militant avant le vote, c'est aussi de recréer des communautés. Parlez à votre famille. Si vous êtes en rupture, parlez à votre communauté proche. La question de la religion est toujours compliquée. Moi, je suis catholique, mais... j'ai peut-être plus du mal. On est à la messe ensemble. Ouais, voilà, exactement. Papacito fait un super travail là-dessus en essayant d'amener toute une masse de personnes de retour à la religion. Et moi, je sais que par exemple, tous mes potes du collège ou même de l'école primaire qui sont restés en Haute-Savoie, quand ils sont dans leur bagnole le soir, ils écoutent Papacito. Parce que ça leur fait du bien, c'est vrai que c'est très drôle et tout. Et c'est vrai que recréer des communautés, aller voir le groupe militant du côté, à côté de chez soi, se mettre dans son club de chasse, là aussi c'est très important. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi une critique en tout cas quelque chose que je vois de plus en plus à droite, c'est que disons qu'il y a le métapolitique, la production des idées. C'est un peu ce que je fais en écrivant des livres. Toi, tu le fais en faisant les vidéos sur Internet. Ensuite, on a le monde politique, les partis, ceux qui s'inscrivent dans leur vie locale, qui sont conseillers municipaux. Puis après, on a la société civile, les militants, les communautés organiques, tu vois, les communautés sportives, culturelles. Et moi, je trouve qu'on aurait tout intérêt à créer des vraies synergies en n'opposant absolument pas les trois strates. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que souvent, la classe politique va mépriser un petit peu les intellectuels, parce que les intellectuels, ils sont un peu dans leur tour d'ivoire. Et puis les intellectuels, ils vont dire « Oh putain, une fois qu'on est dans la politique, en fait, on se compromet, puis on devient une lavette centriste, etc. » Tous les mêmes. Et dans la société civile, on va mépriser
les gens de la politique en disant là aussi c'est tous des corrompus, puis les gens de la politique en disant ouais mais moi en plus de la politique c'est je me lève à 8h et puis jusqu'à 23h c'est ma vie entièrement dédiée à ça. Et je trouve qu'à gauche, alors il faut pas les idéaliser, hein. Il y a des prises de bec notamment entre streamers, entre associations, ne serait-ce que dans le monde de la lutte, tu sais, entre les mouvements qui sont très durs aussi. Mais par contre, je trouve qu'ils arrivent à créer plus ces passerelles. Et là, c'est aussi un des enjeux pour que ces synergies se fassent du mieux possible dans les années à venir, c'est aussi la question de l'argent. S'abonner à une chaîne, acheter un bouquin, faire un petit geste militant, qu'on ne peut pas avoir une vraie vie militante, ça nous aide en fait. C'est tout bête, hein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que des personnalités, toi tu l'as été beaucoup plus que moi, enfin en tout cas plus tôt, au moment où tu as peut-être essuyé les plâtres avant que nous on arrive derrière. Mais s'afficher de manière publique, on ne pourra pas tout dire ici, mais on le vit quand même et on le subit dans notre vie privée. Des fois, on est en rupture avec des amis, en famille, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a besoin de soutien, c'est comme ça. Alors, que ce soit un soutien financier ou lorsqu'on fait des confs, que les gens viennent, moi, tout de suite, ça me requinque. Des fois, des petits commentaires. Je suis sûr que des fois, c'est des trucs tout bêtes. Hein. Et on passe à côté de beaucoup de ces encouragements. Mais ils sont fondamentaux. Et je pense que demain, on sera hégémonique. On est déjà hégémonique dans nos idées, mais on le sera véritablement quand on verra de plus en plus des personnalités politiques du monde culturel, de la société civile, faire un peu synergie comme ça avec le monde métapolitique et le monde de la politique. Parce que si on reprend un peu Gramsci, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien et je trouve que c'est une belle manière de conclure, mais il me restera une question, je t'expliquerai un peu pourquoi la question. Mais si on reprend un peu Gramsci, cette hégémonie culturelle, est-ce que tu trouves qu'on l'a pour l'instant ? Je sais qu'on a l'hégémonie électorale, l'hégémonie numérique. Pour l'instant, nos idées, entre guillemets, le nationalisme, le souverainisme, je ne sais pas si la sécurité est une idée, c'est quand même... On est tombé bien bas de penser que c'est un débat politique d'être en sécurité ou pas, mais en tout cas, nos idées sont majoritaires dans le pays. Comment tu expliques qu'elles ne soient pas encore cool ? Comment tu expliques qu'elles ne soient pas encore considérées comme... pourquoi on n'a pas d'artistes ? Pourquoi ? On va prendre un exemple très récent. BSD. Voilà. Benoît Saint-Denis, pour les auditeurs qui ne savent pas, Benoît Saint-Denis, avec tout le respect qu'on lui doit, évidemment, hein, même si, un truc qui me fait un peu chier, c'est quand on le critique, les gens disent « Ouais, mais tu le critiques, mais il te démarre ». Ouais, mais évidemment, j'ai jamais dit que je me fais enculer par PSD, évidemment. À deux contre un, il nous prend, je pense. Il nous prend, il n'y a pas de galère. Mais est-ce qu'on ne peut critiquer que les mecs qu'on démarre ? Enfin, tu vois, c'est un peu con. Mais tu vois-t-il que Benoît Saint-Denis, il a fait un gros travail où il a même popularisé la notion de croisade auprès des gens avec ses tatouages. Il s'est assumé patriote, mais tu sens qu'il est quand même terrifié sur certains plateaux TV où il dit « Ah non, moi je suis surtout pas nationaliste, je préfère patriote » parce qu'on sait très bien évidemment que patriote ça passe mieux avec cette fameuse phrase de Mitterrand qui disait le patriotisme c'est l'amour de soi et le nationalisme c'est la haine des autres, complètement con. C'est une phrase bateau. Ouais. Comment tu expliques qu'il y a encore cette chape de plomb, cette omerta sur les gens qui aiment leur pays ? Et ça va continuer encore un peu. Concernant les stratégies, là-dessus, moi, je suis absolument pas sur le logiciel. Tous les mecs qui sont sous PP et sous identité anonymat sur Internet sont des lavettes ou ce genre de choses. Là-dessus, soyez intelligents. Faites du mieux que vous pouvez à votre place, dans votre cercle familial, professionnel. En fait, on a tout intérêt, et tu l'as très bien dit, à être des gens normaux et cool. Un militant, il est jamais aussi proactif que lorsqu'il a des communautés autour de lui qui sont stables, quand il a un noyau familial stable, quand il a un boulot. En fait, on n'a pas besoin d'avoir des marginaux, il en faut. Certains sont plus adeptes à la violence, et ça fait partie aussi du truc global, mais disons qu'on a tout intérêt demain à être un peu des gens d'idéal. Et d'ailleurs, on n'a pas tous à avoir à renvoyer la même image. Bien sûr. Je pense, toi aussi, dans notre travail, on a un peu un mini-rôle d'influenceur, moi beaucoup moins que toi. Mais par exemple, quand Julien Rochdy incarne aujourd'hui la figure du père de famille enraciné sur sa terre, posé, très calé dans ses idées, je trouve qu'il incarne très bien ce rôle. Moi, je suis plutôt un peu, tu sais, le pote qui pourrait être le gym bro, tu vois, même si j'ai un certain âge. Et c'est pour ça que je m'entends plutôt bien avec la génération Zoomer, d'ailleurs. Et je trouve là-dessus qu'on a tout intérêt à influencer du mieux qu'on peut dans notre case. Et je pense qu'il faut aussi créer un environnement positif pour que les gens
se révèlent de plus en plus. Alors, bien évidemment, il y en a qui seront plus courageux que d'autres. Et moi aussi, je ronge mon frein quand je vois BSD qui sort cette phrase un peu minable. Mais peut-être que déjà, il dit au moins qu'il est patriote. Ouais. Euh, Faut voir le verre à moitié Moi, j'ai plein. 32 ans. Il y a 10 ans, c'était Éric Zemmour qui balançait ça sur le plateau d'On n'est pas couché. Et tout le monde le huait. Ouais. Et ça passait. Ouais. Enfin, ça passait parce que c'était Éric Zemmour et que c'était un peu... Mais là, on voit que de plus en plus de personnes le font. Alors, je sais, on va avoir encore des déconvenus. Des personnes vont encore nous décevoir, mais par contre, on voit des petites figures émerger et on voit quand même cette chape de plomb commence à se fissurer. Nous, on est un peu les premiers dedans à devoir écarter ou en tout cas à devoir faire sauter le truc. Mais comme je te l'ai dit, Hugo Némésis, et d'ailleurs, j'espère que nos téléspectateurs, en tout cas, vont aller le suivre parce que c'est vraiment un gars qui le mérite, qui s'engage dans ce combat. Je trouve que c'est vraiment l'étape qui fera advenir demain la possible victoire du vrai camp national. Et comme tu l'as dit, moi, et je l'ai dit dans notre entretien, je me revendique comme nationaliste avant. Si BSD prend un peu de pincettes aujourd'hui pour pas le faire, c'est pas grave, moi je vais continuer à le faire. Parce qu'il faudra que moi je le fasse, que d'autres le font derrière. Et peut-être qu'à ce moment-là, il débloquera. S'il débloque après, c'est peut-être un peu tard, mais mais en fait, c'est même surtout d'un côté stratégique. Je pense qu'il se dit très sincèrement, et je le comprends parfaitement, il se dit très sincèrement qu'en disant ça, il donne un peu, tu vois, il donne un gage à l'hégémonie culturelle de la gauche. Or, précisément, je pense que c'est l'inverse. Quand tu donnes un gage, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu sous-entends que tu es encore dans la combine, que tu marches encore. Et il t'écrase. Et en plus, il t'écrase derrière. Parce que pour eux, c'est vraiment, tu fais une taquille à droite, en fait. Oui, tu vois. Oui. Et en plus, qui achète les t-shirts BSD et qui le supporte? Ouais. C'est les petits Gaulois. Je dis pas, il peut y avoir 2-3 petits Français d'origine extra-européenne, patriotes, parce qu'il y en a aussi dans le groupe, il faut reconnaître. Tu vois, on va aller les exclure comme ça de base, surtout quand on s'oppose directement à la gauche comme ça. Mais oui, en fait, je trouve, on n'a plus à s'excuser. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire. On n'a plus à s'excuser. On est Français. On est sur notre territoire historique et demain on va reprendre les manettes en main. On le fera de manière tout à fait convenable comme des bons gendres idéal, mais on n'a pas à s'excuser d'être ce qu'on est. On est blanc, européen, français avant tout, et on est tout ce que c'est derrière et on assume notre passé. Et là-dessus, notre génération, je trouve, était quand même la bascule. Et après, c'est vrai que les zoomers, ils le font avec leur énergie débordante, avec leur vitalité. Je trouve qu'elle est très intéressante. Alors parfois, elle mériterait peut-être un peu d'être canalisée. Cadrée, bien sûr. Exactement. Parce que l'identité, oui, c'est la première prise de conscience vraiment du combat nationaliste. Et après, il faut un peu, l'approfondir. Qu'est-ce qu'une vraie identité? Qu'est-ce qu'être français? Oui, on est semblable, enfin en tout cas semblable, et parfois assez proche de nos voisins européens, mais aussi qu'est-ce qui nous en différencie. Et d'ailleurs, moi je suis assez nationaliste français, mais le regain aussi régional me dérange absolument pas, tu vois, dans cette idée aussi, s'il s'accorde avec un dessein national. Et donc oui, là-dessus, je pense que c'est intéressant. Et après, ouvrir sur toutes les questions de souveraineté qui sont, à mon avis, assez intéressantes. Comme disent les Américains, we are so back. Yes. Alors, dernière question de notre entretien. Je te la pose à tous les invités que j'ai. Imagine que demain, tu es en séance de dédicace et t'as typiquement un zoomer qui arrive et qui te dit j'ai plus confiance, j'y arrive pas, je suis triste, l'état du pays me fout la haine, on va pas s'en sortir, je déprime. Et tu dois partir, mais en même temps tu dois lui remonter le moral. Donc tu dois être extrêmement concis, clair, synthétique, mais tu dois lui remonter le moral. Qu'est-ce que tu lui dis? Déjà, regarde derrière toi, regarde tes ancêtres. En fait, moi c'est tout bête, mais j'ai vraiment appris à avoir ce regard à chaque fois que maintenant je passe chez moi quand je rentre en Haute-Savoie. Je m'arrête directement dans mon église, je vais communier, je m'arrête devant le monument aux morts qui est à côté de mon église et je fais une prière pour mon ancêtre qui est mort à Verdun en 1916. Et là, direct, ça reconnecte, tu vois. Donc, regarde déjà ceux qui t'ont précédé et regarde où tu vas aller aussi. Moi, j'aime bien l'idée que dans notre génération, on est un peu les bâtisseurs de cathédrales qui ne verront pas la cathédrale finie. J'ai pas d'enfant aujourd'hui, peut-être que ça va m'être reproché, mais c'est vraiment une chose à laquelle j'aspire. Et je sais que ma vie sera incomplète si j'ai pas d'enfant. Mais vraiment en plus, je pourrais avoir toutes les félicités dans le domaine de l'édition, financière, tout ce que tu veux. Je sais que si j'ai pas d'enfant, ma vie sera incomplète. Alors parfois il peut y avoir des contraintes naturelles ou ce genre de choses, j'espère que ça me tombera pas dessus. Mais par contre, c'est vraiment te considère vraiment comme un maillon d'une chaîne. Tu n'as pas le droit de briser cette chaîne.
Mais par contre aussi la question de la bienveillance, parce que tu sais, à gauche on parle de la culture du care. Ouais. C'est un truc un peu prout-prout en fait. Oui, quand mais c'est c'est intéressant. cancéreux. Mais je trouve qu'il faut vraiment avoir une oreille attentive aussi par une partie de la jeunesse. Exactement. Et vraiment, moi j'ai eu cette chance. Je viens d'un milieu classe moyenne déclassé, mais c'est vrai que moi mes parents par exemple n'ont pas divorcé. Autour de chez moi, à vol d'oiseau, j'avais 30 membres de ma famille en fait. Tout de suite, identitairement, je savais où j'étais. J'ai connu les repas de Noël où on est minimum 20, 30. Tu vois, tout de suite, c'était une chaleur en fait. Mais je sais aussi qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui vivent dans des modèles complètement déstructurés où il n'y a plus de famille, il n'y a plus de religion. Identitairement, ils sont attaqués parce que ils sont en minorité. Et ça, je sais que c'est pas simple. Et peut-être parfois là-dessus, vraiment, recréer du lien personnel. Je pense que beaucoup repartent par le lien personnel. Et si tu doomes, si tu commences à désespérer, va dans ta salle de sport, reprends-toi en main. Mais fais pas que ça aussi. Sors, essaie de rencontrer des filles. Sors, refais-toi des potes. En fait, il n'y a même pas d'avoir un grand destin politique, tu vois, là-dessus. C'est vraiment de recréer la base d'une vie normale, en fait. De toucher de l'herbe, un peu comme on dit. Donc moi, je lui dirais là-dessus, retouche de l'herbe et après, t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Reprends confiance en toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, le sport, ça a vraiment été quelque chose qui m'a vraiment empêché d'avoir un point de bascule parce que vraiment, à un moment clé dans ma vie, il n'y a vraiment rien qui allait sur aucun point. Mais le seul motif de fierté que j'avais conservé, c'était celui de m'être pris en main physiquement. Et c'est vrai que c'est pour ça quand je vois le délire un peu go muscu d'une partie des zoomers, tu sais, avec la Monster White et tout, en fait, ça me fait un peu rire parce que moi, je me projette envers eux. Et je peux comprendre que parfois, à ce moment dur où on se construit identitairement, notamment entre la vingtaine et la trentaine, tu vois, où on a des moments très difficiles, où on se cherche, on ne sait pas quel métier on va faire, on a du mal à trouver la fille, parfois c'est un peu dur aussi dans son boulot, dans plein de choses. Et ben, le fait d'avoir conservé quelque chose qui nous permet d'être fiers de nous-mêmes et qui nous permet surtout d'avoir quelque chose de fondamental qui est la capacité à pouvoir dire non dans une situation. Le moment du Covid, ça a été pas mal révélateur sur pas mal de choses, tu vois, là-dessus. Mais quand tu as l'individualité pour te dire, bah non, bah moi, il y a des choses que j'accepte pas de voir mon pays changer, j'accepte pas demain de faire vivre mes gosses dans un environnement qui est celui-là, et j'accepte pas que la terre que mes ancêtres m'ont léguée devienne ça. Là, si tu veux, tout de suite, ça te redonne une verticalité. Et en fait, une fois que tu as ton devoir, en fait, tu te poses plus la question de doomer ou pas. C'est que tu as à faire et tu vas le faire, en fait. Et ça t'oblige. Et là, je trouve qu'une fois que tu as découvert pourquoi tu te mets en mouvement comme ça, en fait, tu es quasiment imbattable. Tu as des moments où tu es un peu moins bien, tu as des moments où tu es un peu plus euphorique. Mais par contre, tu sais toujours qu'il y a ce devoir à accomplir et le fait que quelque chose t'oblige, il n'y a rien de mieux. Et là, là-dessus, après, ça suit, je trouve. En tout cas, personnellement. Ouais, et puis le conseil qu'un jour un proche m'a donné, quand j'étais pareil dans le dur, c'était traite-toi comme le ferait un meilleur ami. Et exigeant comme le fait un meilleur ami, mais en même temps, aime-toi comme tu aimerais ton meilleur ami, traite-toi avec bienveillance comme tu te traiterais avec bienveillance, comme te traiterais avec bienveillance un meilleur ami. Enfin bref, extériorise-toi de ta condition et rentre-y avec de l'amour. Et la différence entre un meilleur pote et un copain, c'est qu'un meilleur pote, quand tu déconnes, il te le dit. Voilà, quand tu fais de la merde, il te le dit. Alors qu'un copain, c'est le copain qui va boire des coups avec et qui peut même te pousser dans tes vices. C'est ça. Un meilleur pote, il te dit, là, tu te reprends, là, tu te remets dans le droit chemin et t'arrêtes d'être une merde. Voilà. On va finir là-dessus. Merci Rodolphe pour cet entretien. Je te remercie. Je vous mets évidemment le lien du bouquin Mélenchon, le bruit et la fureur dans la description. Prenez soin de vous et de vos proches. Et vous avez vu que c'est important. C'est très important ça. C'est très important. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time.